Section 22 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume 1, chapitre 22. Façon d'agir en 1830. La parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. R.P. Mamagrida. À peine arrivé à Verrières, Julien se reprocha son injustice envers madame de Rênal. Je l'aurais méprisée comme une femmelette si, par faiblesse, elle avait manqué sa scène avec m. de Rênal. Elle s'en tire comme un diplomate et je sympathise avec le vaincu qui est mon ennemi. Il y a dans mon fait petitesse bourgeoise. Ma vanité est choquée parce que m. de Rênal est un homme, illustre et vaste corporation à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Je ne suis qu'un sot. M. Chélan avait refusé les logements que les libéraux les plus considérés du pays lui avaient offerts à l'envi lorsque sa destitution le chassa du presbytère. Les 2 chambres qu'il avait louées étaient encombrées par ses livres. Julien, voulant montrer à Verrières ce que c'était qu'un prêtre, alla prendre chez son père une 12aine de planches de sapin qu'il porta lui-même sur le dos tout le long de la grande rue. Il emprunta des outils à un ancien camarade et eut bientôt bâti une sorte de bibliothèque dans laquelle il rangea les livres de m. Chélan. « Je te croyais corrompu par la vanité du monde, » lui disait le vieillard pleurant de joie. « Voilà qui rachète bien l'enfantillage de ce brillant uniforme de garde d'honneur qui t'a fait tant d'ennemis. » M. de Rênal avait ordonné à Julien de loger chez lui. Personne ne soupçonna ce qui s'était passé. Le 3e jour après son arrivée, Julien vit monter jusque dans sa chambre un non moindre personnage que M. le sous-préfet de Maugiron. Ce ne fut qu'après 2 grandes heures de bavardage insipide et de grandes jérémiades sur la méchanceté des hommes, sur le peu de probité des gens chargés de l'administration des deniers publics, sur les dangers de cette pauvre France, etc., etc., que Julien vit poindre enfin le sujet de la visite. On était déjà sur le palier de l'escalier, et le pauvre précepteur à demi disgracié reconduisait avec le respect convenable le futur préfet de quelque heureux département, quand il plut à celui-ci de s'occuper de la fortune de Julien, de louer sa modération en affaires d'intérêt, etc., etc. Enfin, M. de Maugiron, le serrant dans ses bras de l'air le plus paternel, lui proposa de quitter M. de Rênal et d'entrer chez un fonctionnaire qui avait des enfants à éduquer, et qui, comme le roi Philippe, remercierait le ciel non pas tant de les lui avoir donnés que de les avoir fait naître dans le voisinage de M. Julien. Leur précepteur jouirait de 800 francs d'appointements payables, non pas de mois en mois, ce qui n'est pas noble, dit M. de Maugiron, mais par quartier, et toujours d'avance. C'était le tour de Julien qui, depuis 1h30, attendait la parole avec ennui. Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement. Elle laissait tout entendre, et cependant ne disait rien nettement. On y eût trouvé à la fois du respect pour M. de Rênal, de la vénération pour le public de Verrières et de la reconnaissance pour l'illustre sous-préfet. Ce sous-préfet, étonné de trouver plus jésuite que lui, essaya vainement d'obtenir quelque chose de précis. Julien, enchanté, saisit l'occasion de s'exercer et recommença sa réponse en d'autres termes. Jamais ministre éloquent qui veut user la fin d'une séance où la chambre a l'air de vouloir se réveiller n'a moins dit en plus de paroles. À peine M. de Maugiron sorti, Julien se mit à rire comme un fou. Pour profiter de sa verve jésuitique, il écrivit une lettre de 9 pages à M. de Rênal, dans laquelle il lui rendait compte de tout ce qu'on lui avait dit et lui demandait humblement conseil. Ce coquin ne m'a pourtant pas dit le nom de la personne qui fait l'offre. Ce sera M. Valenod qui voit dans mon exil à Verrières l'effet de sa lettre anonyme. Sa dépêche expédiée, Julien, content comme un chasseur qui, à 6 heures du matin, par un beau jour d'automne, débouche dans une plaine abondante en gibier, sortit pour aller demander conseil à M. Chélan. Mais avant d'arriver chez le bon curé,
le ciel qui voulait lui ménager des jouissances jeta sous ses pas M. Valenod, auquel il ne cacha point que son cœur était déchiré. Un pauvre garçon comme lui se devait tout entier à la vocation que le ciel avait placée dans son cœur. Mais la vocation n'était pas tout dans ce bas monde. Pour travailler dignement à la vigne du Seigneur et n'être pas tout à fait indigne de tant de savants collaborateurs, il fallait l'instruction. Il fallait passer au séminaire de Besançon 2 années bien dispendieuses. Il devenait donc indispensable, et l'on pouvait dire que c'était en quelque sorte un devoir, de faire des économies, ce qui était bien plus facile sur un traitement de 800 francs payé par quartier qu'avec 600 francs qu'on mangeait de mois en mois. D'un autre côté, le ciel, en le plaçant auprès des jeunes de Rênal, et surtout en lui inspirant pour eux un attachement spécial, ne semblait-il pas lui indiquer qu'il n'était pas à propos d'abandonner cette éducation pour une autre? Julien atteignit un tel degré de perfection dans ce genre d'éloquence, qui a remplacé la rapidité d'action de l'Empire, qu'il finit par s'ennuyer lui-même par le son de ses paroles. En rentrant, il trouva un valet de M. Valenod, en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. Jamais Julien n'était allé chez cet homme. Quelques jours seulement auparavant, il ne songeait qu'au moyen de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour 1 heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès 12h30 dans le cabinet de travail de monsieur le directeur du dépôt. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantoufles brodées, les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province qui se croit homme à bonne fortune, n'imposait point à Julien. Il n'en pensait que plus au coup de bâton qu'il lui devait. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. Elle était à sa toilette et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l'avantage d'assister à celle de monsieur le directeur du dépôt. On passa ensuite chez madame Valenod, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l'une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d'homme, à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. Julien pensait à madame de Rênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. Mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. Jusqu'aux domestiques, tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l'homme des impositions indirectes, l'officier de gendarmerie et 2 ou 3 autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort mal disposé, vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même. Sa gorge se serra. Il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut bien pis 1/4 d'heure après, en entendant de loin en loin quelques accents d'une chanson populaire, et, il faut l'avouer, un peu ignoble, que chantait l'un des reclus. M. Valenod regarda un de ces gens en grande livrée qui disparut, et bientôt on n'entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du Rhin dans un verre vert, et mme Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait 9 francs la bouteille, pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valenod: « On ne chante plus cette vilaine chanson. »« Parbleu, je le crois bien, » répondit le directeur triomphant. « J'ai fait imposer silence aux gueux. » Ce mot fut trop fort pour Julien. Il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée,
il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. L'empêcher de chanter, se disait-il à lui-même. Oh mon Dieu, et tu le souffres. Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. Le percepteur des contributions avait entonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain chanté en chœur. Voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et tu n'en jouiras qu'à cette condition et en pareille compagnie. Tu auras peut-être une place de 20 000 francs, mais il faudra que pendant que tu te gorges de viande, tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. Tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance, et pendant ton dîner, il sera encore plus malheureux. Oh, Napoléon, qu'il était doux de ton temps de monter à la fortune par les dangers d'une bataille, mais augmenter lâchement la douleur du misérable. J'avoue que la faiblesse dont Julien fait preuve dans ce monologue me donne une pauvre opinion de lui. Il serait digne d'être le collègue de ces conspirateurs en gants jaunes qui prétendent changer toute la manière d'être d'un grand pays et ne veulent pas avoir à se reprocher la plus petite égratignure. Julien fut violemment rappelé à son rôle. Ce n'était pas pour rêver et ne rien dire qu'on l'avait invité à dîner en si bonne compagnie. Un fabricant de toiles peintes retiré, membre correspondant de l'Académie de Besançon et de celle d'Uzès, lui adressa la parole d'un bout de la table à l'autre pour lui demander si ce que l'on disait généralement de ses progrès étonnants dans l'étude du Nouveau Testament était vrai. Un silence profond s'établit tout à coup. Un Nouveau Testament latin se rencontra comme par enchantement dans les mains du savant membre des deux académies. Sur la réponse de Julien, une demi-phrase latine fut lue au hasard. Il récita. Sa mémoire se trouva fidèle. Et ce prodige fut admiré avec toute la bruyante énergie de la fin d'un dîner. Julien regardait la figure enluminée des dames. Plusieurs n'étaient pas mal. Il avait distingué la femme du percepteur, beau chanteur. « J'ai honte en vérité de parler si longtemps latin devant ces dames, dit-il en la regardant. Si M. Rubigneau, c'était le membre des deux académies, a la bonté de lire au hasard une phrase latine, au lieu de répondre en suivant le texte latin, j'essaierai de le traduire impromptu. » Cette seconde épreuve mit le comble à sa gloire. Il y avait là plusieurs libéraux riches, mais heureux pères d'enfants susceptibles d'obtenir des bourses, et en cette qualité subitement convertis depuis la dernière mission. Malgré ce trait de fine politique, jamais M. de Rênal n'avait voulu les recevoir chez lui. Ces braves gens qui ne connaissaient Julien que de réputation, et pour l'avoir vu à cheval le jour de l'entrée du roi de... étaient ses plus bruyants admirateurs. Quand ces sots se lasseront-ils d'écouter ce style biblique auquel ils ne comprennent rien, pensait-il. Mais au contraire, ce style les amusait par son étrangeté. Ils en riaient. Mais Julien se lassa. Il se leva gravement comme 6 heures sonnaient et parla d'un chapitre de la nouvelle théologie de Ligorio qu'il avait à apprendre pour le réciter le lendemain à M. Chélan. Car mon métier, ajouta-t-il agréablement, est de faire réciter des leçons et d'en réciter moi-même. On rit beaucoup, on admira. Tel est l'esprit à l'usage de Verrières. Julien était déjà debout, tout le monde se leva malgré le décorum. Tel est l'empire du génie. Madame Valenod le retint encore un quart d'heure. Il fallait bien qu'il entendît les enfants réciter leur catéchisme. Ils firent les plus drôles de confusions, dont lui seul s'aperçut. Il n'eut garde de les relever. Quelle ignorance des premiers principes de la religion, pensait-il. Il saluait enfin et croyait pouvoir s'échapper. Mais il fallut essuyer une fable de La Fontaine. « Cet auteur est bien immoral, dit Julien à madame Valenod. Certaines fables sur messire Jean Chouart osent déverser le ridicule sur ce qu'il y a de plus vénérable. Il est vivement blâmé par les meilleurs commentateurs. » Julien reçut, avant de sortir, 4 ou 5 invitations à dîner. « Ce jeune homme fait honneur au département !» s'écriaient tous à la fois les convives fort égayés. Ils allèrent jusqu'à parler d'une pension votée sur les fonds communaux pour le mettre à même de continuer ses études à Paris. Pendant que cette idée imprudente faisait retentir la salle à manger, Julien avait gagné lestement
la porte cochère. « Ah, canaille, canaille !» s'écria-t-il à voix basse 3 ou 4 fois de suite, en se donnant le plaisir de respirer l'air frais. Il se trouvait tout aristocrate en ce moment, lui qui, pendant longtemps, avait été tellement choqué du sourire dédaigneux et de la supériorité hautaine qu'il découvrait au fond de toutes les politesses qu'on lui adressait chez M. de Rênal. Il ne put s'empêcher de sentir l'extrême différence. Oublions même, se disait-il en s'en allant, qu'il s'agit d'argent volé aux pauvres détenus, et encore qu'on l'empêche de chanter. Jamais M. de Rênal s'avisa-t-il de dire à ses hôtes le prix de chaque bouteille de vin qu'il leur présente. Et ce M. Valenod, dans l'énumération de ses propriétés, qui revient sans cesse, il ne peut parler de sa maison, de son domaine, etc., si sa femme est présente, sans dire « ta maison, ton domaine ». Cette dame, apparemment si sensible au plaisir de la propriété, venait de faire une scène abominable, pendant le dîner, à un domestique qui avait cassé un verre à pied et dépareillé une de ses douzaines. Et ce domestique avait répondu avec la dernière insolence. « Quel ensemble !» se disait Julien. « Ils me donneraient la moitié de tout ce qu'ils volent, que je ne voudrais pas vivre avec eux. Un beau jour, je me trahirais, je ne pourrais retenir l'expression du dédain qu'ils m'inspirent. » Il fallut cependant, d'après les ordres de madame de Rênal, assister à plusieurs dîners du même genre. Julien fut à la mode. On lui pardonnait son habit de garde d'honneur, ou plutôt cette imprudence était la cause véritable de ses succès. Bientôt il ne fut plus question dans Verrières que de voir qui l'emporterait dans la lutte pour obtenir le savant jeune homme, de M. de Rênal ou du directeur du dépôt. Ces messieurs formaient avec M. Maslon un triumvirat qui, depuis nombre d'années, tyrannisait la ville. On jalousait le maire, les libéraux avaient à s'en plaindre, mais après tout, il était noble et fait pour la supériorité, tandis que le père de M. Valenod ne lui avait pas laissé 600 livres de rente. Il avait fallu passer pour lui de la pitié pour le mauvais habit vert pomme que tout le monde lui avait connu dans sa jeunesse, à l'envie pour ses chevaux normands, pour ses chaînes d'or, pour ses habits venus de Paris, pour toute sa prospérité actuelle. Dans le flot de ce monde nouveau pour Julien, il crut découvrir un honnête homme. Il était géomètre, s'appelait Gros, et passait pour jacobin. Julien, s'étant voué à ne jamais dire que des choses qui lui semblaient fausses à lui-même, fut obligé de s'en tenir aux soupçons à l'égard de M. Gros. Il recevait de Vergy de gros paquets de thèmes. On lui conseillait de voir souvent son père. Il se conformait à cette triste nécessité. En un mot, il raccommodait assez bien sa réputation lorsqu'un matin il fut bien surpris de se sentir réveillé par 2 mains qui lui fermaient les yeux. C'était madame de Rênal, qui avait fait un voyage à la ville et qui, montant les escaliers 4 à 4 et laissant ses enfants occupés d'un lapin favori, qui était du voyage, était parvenue à la chambre de Julien un instant avant eux. Ce moment fut délicieux, mais bien court. Madame de Rênal avait disparu quand les enfants arrivèrent avec le lapin qu'ils voulaient montrer à leur ami. Julien fit bon accueil à tous, même au lapin. Il lui semblait retrouver sa famille. Il sentit qu'il aimait ses enfants, qu'il se plaisait à jaser avec eux. Il était étonné de la douceur de leur voix, de la simplicité et de la noblesse de leurs petites façons. Il avait besoin de laver son imagination de toutes les façons d'agir vulgaires, de toutes les pensées désagréables au milieu desquelles il respirait à Verrières. C'était toujours la crainte de manquer, c'était toujours le luxe et la misère se prenant aux cheveux. Les gens chez qui il dînait, à propos de leurs rôtis, faisaient des confidences humiliantes pour eux et nauséabondes pour qui les entendait. « Vous autres nobles, vous avez raison d'être fiers, disait-il à madame de Rênal. Et il lui racontait tous les dîners qu'il avait subis. « Vous êtes donc à la mode ?» Et elle riait de bon cœur en songeant au rouge que madame Valenod se croyait obligée de mettre toutes les fois qu'elle attendait Julien. « Je crois qu'elle a des projets sur votre cœur, ajoutait-elle. Le déjeuner fut délicieux. La présence des enfants, quoique gênante en apparence, dans le fait augmentait le bonheur commun. Ces pauvres enfants ne savaient comment témoigner leur joie de revoir Julien. Les domestiques n'avaient pas manqué de leur conter qu'on lui offrait 200 francs de plus pour éduquer les petits Valenod. Au milieu du dîner, Stanislas Xavier, encore pâle de sa grande maladie, demanda tout à coup à sa mère
combien valait son couvert d'argent et le gobelet dans lequel il buvait. Et pourquoi cela? Je veux les vendre pour en donner le prix à monsieur Julien, et qu'il ne soit pas dupe en restant avec nous. Julien l'embrassa, les larmes aux yeux. Sa mère pleurait tout à fait, pendant que Julien, qui avait pris Stanislas sur ses genoux, lui expliquait qu'il ne fallait pas se servir de ce mot dupe, qui, employé dans ce sens, était une façon de parler de laquais. Voyant le plaisir qu'il faisait à madame de Rênal, il chercha à expliquer par des exemples pittoresques qui amusaient les enfants ce que c'était qu'être dupe. « Je comprends, dit Stanislas. C'est le corbeau qui a la sottise de laisser tomber son fromage que prend le renard qui était un flatteur. » Madame de Rênal, folle de joie, couvrait ses enfants de baisers, ce qui ne pouvait guère se faire sans s'appuyer un peu sur Julien. Tout à coup, la porte s'ouvrit. C'était M. de Rênal. Sa figure sévère et mécontente fit un étrange contraste avec la douce joie que sa présence chassait. Madame de Rênal pâlit. Elle se sentait hors d'état de rien nier. Julien saisit la parole et, parlant très haut, se mit à raconter à monsieur le maire le trait du gobelet d'argent que Stanislas voulait vendre. Il était sûr que cette histoire serait mal accueillie. D'abord, M. de Rênal fronçait le sourcil, par bonne habitude, au seul nom d'argent. La mention de ce métal, disait-il, est toujours une préface à quelque mandat tiré sur ma bourse. Mais ici il y avait plus qu'intérêt d'argent. Il y avait augmentation de soupçons. L'air de bonheur qui animait sa famille en son absence n'était pas fait pour arranger les choses auprès d'un homme dominé par une vanité aussi chatouilleuse. Comme sa femme lui vantait la manière remplie de grâce et d'esprit avec laquelle Julien donnait des idées nouvelles à ses élèves. « Oui, oui, je sais, il me rend odieux à mes enfants. Il lui est bien aisé d'être pour eux 100 fois plus aimable que moi qui, au fond, suis le maître. Tout temps dans ce siècle a jeté de l'odieux sur l'autorité légitime. Pauvre France !» Madame de Rênal ne s'arrêta point à examiner les nuances de l'accueil que lui faisait son mari. Elle venait d'entrevoir la possibilité de passer 12 heures avec Julien. Elle avait une foule d'emplettes à faire à la ville, et déclara qu'elle voulait absolument aller dîner au cabaret. Quoi que pût dire ou faire son mari, elle tint à son idée. Les enfants étaient ravis de ce seul mot cabaret, que prononce avec tant de plaisir la pruderie moderne. M. de Rênal laissa sa femme dans la première boutique de nouveautés où elle entra, pour aller faire quelques visites. Il revint plus morose que le matin. Il était convaincu que toute la ville s'occupait de lui et de Julien. À la vérité, personne ne lui avait encore laissé soupçonner la partie offensante des propos du public. Ceux qu'on avait redits à M. le maire avaient trait uniquement à savoir si Julien resterait chez lui avec 600 francs ou accepterait les 800 francs offerts par M. le directeur du dépôt. Ce directeur, qui rencontra M. de Rênal dans le Monde, lui battit froid. Cette conduite n'était pas sans habileté. Il y a peu d'étourderie en province. Les sensations y sont si rares qu'on les coule à fond. M. Valenod était ce qu'on appelle à 100 lieues de Paris un faraud. C'est une espèce d'un naturel effronté et grossier. Son existence triomphante, depuis 1815, avait renforcé ses belles dispositions. Il régnait, pour ainsi dire, à Verrières sous les ordres de M. de Rênal, mais beaucoup plus actif, ne rougissant de rien, se mêlant de tout, sans cesse allant, écrivant, parlant, oubliant les humiliations, n'ayant aucune prétention personnelle, il avait fini par balancer le crédit de son maire aux yeux du pouvoir ecclésiastique. M. Valenod avait dit en quelque sorte aux épiciers du pays: « Donnez-moi les 2 plus sots d'entre vous. Aux gens de loi, indiquez-moi les 2 plus ignares. Aux officiers de santé, désignez-moi les 2 plus charlatans. » Quand il avait eu rassemblé les plus effrontés de chaque métier, il leur avait dit « Régnons ensemble ». Les façons de ces gens-là blessaient M. de Rênal. La grossièreté du Valenod n'était offensée de rien, pas même des démentis que le petit abbé Maslon ne lui épargnait pas en public. Mais au milieu de cette prospérité, M. Valenod avait besoin de se rassurer, par de petites insolences de détail contre les grosses vérités qu'il sentait bien que tout le monde était en droit de lui adresser. Son activité avait redoublé depuis les craintes que lui avait laissées la visite de M. Appert. Il avait fait 3 voyages à Besançon. Il écrivait plusieurs lettres à chaque courrier. Il en envoyait d'autres par des inconnus qui passaient chez lui à la tombée de la nuit.
Il avait eu tort peut-être de faire destituer le vieux curé Chélan, car cette démarche vindicative l'avait fait regarder par plusieurs dévotes de bonne naissance comme un homme profondément méchant. D'ailleurs, ce service rendu l'avait mis dans la dépendance absolue de monsieur le grand vicaire de Frilair, et il en recevait d'étranges commissions. Sa politique en était à ce point lorsqu'il céda au plaisir d'écrire une lettre anonyme. Pour surcroît d'embarras, sa femme lui déclara qu'elle voulait avoir Julien chez elle. Sa vanité s'en était coiffée. Dans cette position, M. Valenod prévoyait une scène décisive avec son ancien confédéré, M. de Rênal. Celui-ci lui adresserait des paroles dures, ce qui lui était assez égal, mais il pouvait écrire à Besançon et même à Paris. Un cousin de quelque ministre pouvait tomber tout à coup à Verrières et prendre le dépôt de mendicité. M. Valenod pensa à se rapprocher des libéraux. C'est pour cela que plusieurs étaient invités au dîner où Julien récita. Il aurait été puissamment soutenu contre le maire. Mais des élections pouvaient survenir, et il était trop évident que le dépôt et un mauvais vote étaient incompatibles. Le récit de cette politique, fort bien deviné par madame de Rênal, avait été fait à Julien pendant qu'il lui donnait le bras pour aller d'une boutique à l'autre, et peu à peu les avait entraînés au cours de la fidélité, où ils passèrent plusieurs heures, presque aussi tranquilles qu'à Vergy. Pendant ce temps, M. Valenod essayait d'éloigner une scène décisive avec son ancien patron en prenant lui-même l'air audacieux envers lui. Ce jour-là, ce système réussit, mais augmenta l'humeur du maire. Jamais la vanité, aux prises avec tout ce que le petit amour de l'argent peut avoir de plus âpre et de plus mesquin, n'ont mis un homme dans un plus piètre état que celui où se trouvait M. de Rênal en entrant au cabaret. Jamais, au contraire, ses enfants n'avaient été plus joyeux et plus gais. Ce contraste acheva de le piquer. « Je suis de trop dans ma famille, à ce que je puis voir, » dit-il en entrant, d'un ton qu'il voulut rendre imposant. Pour toute réponse, sa femme le prit à part et lui exprima la nécessité d'éloigner Julien. Les heures de bonheur qu'elle venait de trouver lui avaient rendu l'aisance et la fermeté nécessaires pour suivre le plan de conduite qu'elle méditait depuis 15 jours. Ce qui achevait de troubler de fond en comble le pauvre maire de Verrières, c'est qu'il savait que l'on plaisantait publiquement dans la ville sur son attachement pour l'espèce. M. Valenod était généreux comme un voleur, et lui, il s'était conduit d'une manière plus prudente que brillante dans les 5 ou 10 dernières quêtes pour la confrérie de Saint-Joseph, pour la congrégation de la Vierge, pour la congrégation du Saint-Sacrement, etc., etc., etc. Parmi les hobereaux de Verrières et des environs, adroitement classés sur le registre des frères collecteurs d'après le montant de leurs offrandes, on avait vu plus d'une fois le nom de M. de Rênal occuper la dernière ligne. En vain disait-il que lui ne gagnait rien. Le clergé ne badine pas sur cet article. Fin de la section 22, enregistrée par Namouzette. Section 23 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal. Volume 1, chapitre 23. Chagrin d'un fonctionnaire. Il piacere di alzar la testa tutto l'anno è ben pagato da certi quarti d'ora che bisogna passare. Casti. Mais laissons ce petit homme à ses petites craintes. Pourquoi a-t-il pris dans sa maison un homme de cœur tandis qu'il lui fallait l'âme d'un valet? Que ne sait-il choisir ces gens? La marche ordinaire du XIXe siècle est que, quand un être puissant et noble rencontre un homme de cœur, il le tue, l'exile, l'emprisonne ou l'humilie tellement que l'autre a la sottise d'en mourir de douleur. Par hasard, ici, ce n'est pas encore l'homme de cœur qui souffre. Le grand malheur des petites villes de France et des gouvernements par élection comme celui de New York, c'est de ne pas pouvoir oublier qu'il existe au monde des êtres comme M. de Rênal. Au milieu d'une ville de 20 000 habitants, ces hommes font l'opinion publique. Et l'opinion publique
et terrible dans un pays qui a la charte. Un homme doué d'une âme noble, généreuse, et qui eût été votre ami, mais qui habite à 100 lieues, juge de vous par l'opinion publique de votre ville, laquelle est faite par les sots que le hasard a fait naître nobles, riches et modérés. Malheur à qui se distingue. Aussitôt après le dîner, on repartit pour Vergy. Mais dès le surlendemain, Julien vit revenir toute la famille à Verrières. 1 heure ne s'était pas écoulée qu'à son grand étonnement, il découvrit que madame de Rênal lui faisait mystère de quelque chose. Elle interrompait ses conversations avec son mari dès qu'il paraissait, et semblait presque désirer qu'il s'éloignât. Julien ne se fit pas donner 2 fois cet avis. Il devint froid et réservé. Madame de Rênal s'en aperçut et ne chercha pas d'explication. « Va-t-elle me donner un successeur ?» pensa Julien. « Avant-hier encore, si intime avec moi. Mais on dit que c'est ainsi que ces grandes dames en agissent. C'est comme les rois, jamais plus de prévenance qu'au ministre qui, en rentrant chez lui, va trouver sa lettre de disgrâce. » Julien remarqua que dans ces conversations, qui cessaient brusquement à son approche, il était souvent question d'une grande maison appartenant à la commune de Verrières, vieille mais vaste et commode, et située vis-à-vis l'église, dans l'endroit le plus marchand de la ville. Que peut-il y avoir de commun entre cette maison et un nouvel amant, se disait Julien. Dans son chagrin, il se répétait ces jolis vers de François Ier qui lui semblaient nouveaux, parce qu'il n'y avait pas un mois que madame de Rênal les lui avait appris. Alors, par combien de serments, par combien de caresses, chacun de ces vers n'était-il pas démenti? Souvent femme varie, bien folle qui s'y fit. Monsieur de Rênal partit en poste pour Besançon. Ce voyage se décida en 2 heures. Il paraissait fort tourmenté. Au retour, il jeta un gros paquet couvert de papier gris sur la table. « Voilà cette affaire, » dit-il à sa femme. 1 heure après, Julien vit l'afficheur qui emportait ce gros paquet. Il le suivit avec empressement. « Je vais savoir le secret au premier coin de rue. » Il attendait impatient derrière l'afficheur qui, avec son gros pinceau, barbouillait le dos de l'affiche. À peine fut-elle en place que la curiosité de Julien y vit l'annonce fort détaillée de la location aux enchères publiques de cette grande et vieille maison dont le nom revenait si souvent dans les conversations de M. de Rênal avec sa femme. L'adjudication du bail était annoncée pour le lendemain à 2 heures en la salle de la commune, à l'extinction du 3e feu. Julien fut fort désappointé. Il trouvait bien le délai un peu court. Comment tous les concurrents auraient-ils le temps d'être avertis? Mais du reste, cette affiche, qui était datée de 15 jours auparavant, et qu'il relut tout entière en 3 endroits différents, ne lui apprenait rien. Il alla visiter la maison à louer. Le portier, ne le voyant pas approcher, disait mystérieusement à un voisin. « Bah, peine perdue. Monsieur Maslon lui a promis qu'il l'aura pour 300 francs, et comme le maire regimbait, il était mandé à l'évêché par monsieur le grand vicaire de Frilair. » L'arrivée de Julien eut l'air de déranger beaucoup les 2 amis, qui n'ajoutèrent plus un mot. Julien ne manqua pas l'adjudication du bail. Il y avait foule dans une salle mal éclairée, mais tout le monde se toisait d'une façon singulière. Tous les yeux étaient fixés sur une table où Julien aperçut dans un plat d'étain 3 petits bouts de bougies allumés. L'huissier criait « 300 francs, messieurs !»« 300 francs, c'est trop fort !» dit un homme à voix basse à son voisin. Et Julien était entre deux. « Elle en vaut plus de 800. Je veux couvrir cette enchère. »« C'est cracher en l'air. Que gagneras-tu à te mettre à dos monsieur Maslon? Monsieur Valenod, l'évêque, son terrible grand vicaire de Frilair et toute la clique. »« 320 francs, dit l'autre en criant. »« Vilaine bête, répliqua son voisin. Et voilà justement un espion du maire, ajouta-t-il en montrant Julien. Julien se retourna vivement pour punir ce propos. Mais les 2 francs-comtois ne faisaient plus aucune attention à lui. Leur sang-froid lui rendit le sien. En ce moment, le dernier bout de bougie s'éteignit, et la voix traînante de l'huissier adjugeait la maison pour 9 ans à M. de Saint-Giraud, chef de bureau à la préfecture de... et pour 330 francs. Dès que le maire fut sorti de la salle, les propos commencèrent. «
Voilà 30 francs que l'imprudence de Grosjean vaut à la commune, disait l'un. Mais monsieur de Saint-Giraud, répondait-on, se vengera de Grosjean. Il la sentira passer. Quelle infamie, disait un gros homme à la gauche de Julien. Une maison dont j'aurais donné, moi, 800 francs pour ma fabrique, et j'aurais fait un bon marché. Bah, lui répondait un jeune fabricant libéral, monsieur de Saint-Giraud n'est-il pas de la congrégation? Ces 4 enfants n'ont-ils pas des bourses? Le pauvre homme, il faut que la commune de Verrières lui fasse un supplément de traitement de 500 francs, voilà tout. Et dire que le maire n'a pas pu l'empêcher, remarquait un troisième. Car il est ultra, lui, à la bonne heure, mais il ne vole pas. Il ne vole pas, reprit un autre. Non, c'est Pigeon qui vole. Tout cela entre dans une grande bourse commune, et tout se partage au bout de l'an. Mais voilà ce petit Sorel, allons-en. Julien rentra de très mauvaise humeur. Il trouva madame de Rênal fort triste. Vous venez de l'adjudication, lui dit-elle. Oui, madame, où j'ai eu l'honneur de passer pour l'espion de monsieur le maire. S'il m'avait cru, il eût fait un voyage. À ce moment, monsieur de Rênal parut. Il était fort sombre. Le dîner se passa sans mot dire. Monsieur de Rênal ordonna à Julien de suivre les enfants à Vergy. Le voyage fut triste. Madame de Rênal consolait son mari. Vous devriez y être accoutumé, mon ami. Le soir, on était assis en silence autour du foyer domestique. Le bruit du hêtre enflammé était la seule distraction. C'était un des moments de tristesse qui se rencontrent dans les familles les plus unies. Un des enfants s'écria joyeusement. « On sonne, on sonne !» « Morbleu, si c'est monsieur de Saint-Giraud qui vient me relancer sous prétexte de remerciement, s'écria le maire, je lui dirai son fait, c'est trop fort. C'est au Valnote qu'il en aura l'obligation, et c'est moi qui suis compromis. Que dire si ces maudits journaux jacobins vont s'emparer de cette anecdote et faire de moi un monsieur 95 ?» Un fort bel homme au gros favori noir entrait en ce moment à la suite du domestique. « Monsieur le maire, je suis le signor Geronimo. Voici une lettre que monsieur le chevalier de Beauvaisis, attaché à l'ambassade de Naples, m'a remise pour vous à mon départ. Il n'y a que 9 jours, ajouta le signor Geronimo d'un air gai en regardant madame de Rênal. Le signor de Beauvaisis, votre cousin et mon bon ami, madame, dit que vous savez l'italien. La bonne humeur du Napolitain changea cette triste soirée en une soirée fort gaie. Madame de Rênal voulut absolument lui donner à souper. Elle mit toute sa maison en mouvement. Elle voulait à tout prix distraire Julien de la qualification d'espion que, 2 fois dans cette journée, il avait entendu retentir à son oreille. Le signor Geronimo était un chanteur célèbre, homme de bonne compagnie, et cependant fort gai, qualités qui, en France, ne sont guère plus compatibles. Il chanta après souper un petit duettino avec madame de Rênal. Il fit des contes charmants. À 1 heure du matin, les enfants se récrièrent quand Julien leur proposa d'aller se coucher. « Encore cette histoire, dit l'aîné. « C'est la mienne, signorino, reprit le signor Geronimo. Il y a 8 ans, j'étais comme vous un jeune élève du conservatoire de Naples. J'entends, j'avais votre âge, mais je n'avais pas l'honneur d'être le fils de l'illustre maire de la jolie ville de Verrières. » Ce mot fit soupirer M. de Rênal. Il regarda sa femme. Le signor Zingarelli, continua le jeune chanteur, outrant un peu son accent qui faisait pouffer de rire les enfants, le signor Zingarelli était un maître excessivement sévère. Il n'est pas aimé au conservatoire, mais il veut qu'on agisse toujours comme si on l'aimait. Je sortais le plus souvent que je pouvais. J'allais au petit théâtre de San Carlino où j'entendais une musique des dieux. Mais, ô ciel, comment faire pour réunir les 8 sous que coûte l'entrée du parterre? Somme énorme, dit-il en regardant les enfants. Et les enfants de rire. Le signor Giovannone, directeur de San Carlino, m'entendit chanter. J'avais 16 ans. Cet enfant, il est un trésor, dit-il. Veux-tu que je t'engage, mon cher ami? Vint-il me dire. Et combien me donnerez-vous? 40 ducats par mois. Messieurs, c'est 160 francs. Je crus voir les cieux ouverts. Mais comment, dis-je à Giovannone, obtenir que le sévère Zingarelli me laisse sortir? Lascia fare a me. Laissez faire à moi, s'écria l'aîné des enfants. Justement, mon jeune seigneur. Le signor Giovannone me dit, Caro,
D'abord, un petit bout d'engagement. Je signe, il me donne 3 ducats. Je n'avais jamais vu tant d'argent. Ensuite, il me dit ce que je dois faire. Le lendemain, je demande une audience au terrible signor Zingarelli. Son vieux valet de chambre me fait entrer. « Que me veux-tu, mauvais sujet ?» dit Zingarelli. « Maestro, lui fis-je, je me repens de mes fautes. Jamais je ne sortirai du conservatoire en passant par-dessus la grille de fer. Je vais redoubler d'application. Si je ne craignais pas de gâter la plus belle voix de basse que j'ai jamais entendue, je te mettrais en prison au pain et à l'eau pour 15 jours, polisson. »« Maestro, repris-je, je vais être le modèle de toute l'école. Credete a me. Mais je vous demande une grâce. Si quelqu'un vient me demander pour chanter dehors, refusez-moi. De grâce, dites que vous ne pouvez pas. »« Et qui diable veux-tu qui demande un mauvais garnement tel que toi? Est-ce que je permettrai jamais que tu quittes le conservatoire? Est-ce que tu veux te moquer de moi? Décampe, dit-il, en cherchant à me donner un coup de pied au hoc. Ou gare le pain sec et la prison. 1 heure après, le signor Giovannone arrive chez le directeur. « Je viens vous demander de faire ma fortune, lui dit-il. Accordez-moi Geronimo, qu'il chante à mon théâtre, et cet hiver je marie ma fille. »« Que veux-tu faire de ce mauvais sujet ?» lui dit Zingarelli. « Je ne veux pas. Tu ne l'auras pas, et d'ailleurs, quand j'y consentirai, jamais il ne voudra quitter le conservatoire. Il vient de me le jurer. »« Si ce n'est que de sa volonté qu'il s'agit, dit gravement Giovannone, en tirant de sa poche mon engagement, « carta canta, voici sa signature. » Aussitôt, Zingarelli, furieux, se pend à sa sonnette. « Qu'on chasse Geronimo du conservatoire !» cria-t-il, bouillant de colère. On me chassa donc, moi riant aux éclats. Le même soir, je chantai l'air del Moltiplico. Polichinelle veut se marier et compte sur ses doigts les objets dont il aura besoin dans son ménage, et il s'embrouille à chaque instant dans ce calcul. « Oh, veuillez, monsieur, nous chanter cet air, » dit madame de Rênal. Geronimo chanta, et tout le monde pleurait à force de rire. Et le signor Geronimo n'alla se coucher qu'à 2 heures du matin, laissant cette famille enchantée de ses bonnes manières, de sa complaisance et de sa gaieté. Le lendemain, monsieur et madame de Rênal lui remirent les lettres dont il avait besoin à la cour de France. « Ainsi, partout de la fausseté, dit Julien. Voilà il signor Geronimo qui va à Londres avec 60 000 francs d'appointement. Sans le savoir-faire du directeur de San Carlino, sa voix divine ne put être connue et admirée que 10 ans plus tard. Ma foi, j'aimerais mieux être un Geronimo qu'un Rênal. Il n'est pas si honoré dans la société, mais il n'a pas le chagrin de faire des adjudications comme celle d'aujourd'hui, et sa vie est gaie. » Une chose étonnait Julien. Les semaines solitaires passées à Verrières dans la maison de M. de Rênal avaient été pour lui une époque de bonheur. Il n'avait rencontré le dégoût et les tristes pensées qu'au dîner qu'on lui avait donné dans cette maison solitaire. Ne pouvait-il pas lire, écrire, réfléchir sans être troublé? À chaque instant, il n'était pas tiré de ses rêveries brillantes par la cruelle nécessité d'étudier les mouvements d'une âme basse, et encore afin de la tromper par des démarches ou des mots hypocrites. Le bonheur serait-il si près de moi? La dépense d'une telle vie est peu de chose. Je puis, à mon choix, épouser mademoiselle Élisa ou me faire l'associé de Fouqué. Mais le voyageur qui vient de gravir une montagne rapide s'assied au sommet et trouve un plaisir parfait à se reposer. Serait-il heureux si on le forçait à se reposer toujours? L'esprit de madame de Rênal était arrivé à des pensées fatales. Malgré ses résolutions, elle avait avoué à Julien toute l'affaire de l'adjudication. « Il me fera donc oublier tous mes serments, pensait-elle. Elle eût sacrifié sa vie sans hésiter pour sauver celle de son mari, si elle le vit en péril. C'était une de ces âmes nobles et romanesques pour qui apercevoir la possibilité d'une action généreuse, et ne pas la faire, est la source d'un remords presque égal à celui du crime commis. Toutefois, il y avait des jours funestes où elle ne pouvait chasser l'image de l'excès de bonheur qu'elle goûterait si, devenant veuve tout à coup, elle pouvait épouser Julien. Il aimait ses fils beaucoup plus que leur père. Malgré sa justice sévère, il en était adoré. Elle sentait bien qu'épousant Julien, il fallait quitter ce Vergy dont les ombrages lui étaient si chers. Elle se voyait vivant à Paris,
continuant à donner à ses fils cette éducation qui faisait l'admiration de tout le monde. Ses enfants, elle, Julien, tous étaient parfaitement heureux. Étrange effet du mariage tel que l'a fait le XIXe siècle. L'ennui de la vie matrimoniale fait périr l'amour sûrement quand l'amour a précédé le mariage. Et cependant, dirait un philosophe, il amène bientôt chez les gens assez riches pour ne pas travailler l'ennui profond de toutes les jouissances tranquilles. Et ce n'est que les âmes sèches parmi les femmes qu'il ne prédispose pas à l'amour. La réflexion du philosophe me fait excuser madame de Rênal, mais on ne l'excusait pas à Verrières, et toute la ville, sans qu'elle s'en doutât, n'était occupée que du scandale de ses amours. À cause de cette grande affaire, cet automne-là, on s'y ennuya moins que de coutume. L'automne, une partie de l'hiver, passèrent bien vite. Il fallut quitter les bois de Vergy. La bonne compagnie de Verrières commençait à s'indigner de ce que ces anathèmes faisaient si peu d'impression sur m. de Rênal. En moins de 8 jours, des personnes graves qui se dédommagent de leur sérieux habituel par le plaisir de remplir ces sortes de missions, lui donnèrent les soupçons les plus cruels, mais en se servant des termes les plus mesurés. M. Valenod, qui jouait serré, avait placé Élisa dans une famille noble et fort considérée, où il y avait 5 femmes. Élisa, craignant, disait-elle, de ne pas trouver de place pendant l'hiver, n'avait demandé à cette famille que les 2/3 à peu près de ce qu'elle recevait chez monsieur le maire. D'elle-même, cette fille avait eu l'excellente idée d'aller se confesser à l'ancien curé Chélan et en même temps au nouveau, afin de leur raconter à tous les deux le détail des amours de Julien. Le lendemain de son arrivée, dès 6 heures du matin, l'abbé Chélan fit appeler Julien. « Je ne vous demande rien, lui dit-il. Je vous prie, et au besoin je vous ordonne, de ne me rien dire. J'exige que sous 3 jours, vous partiez pour le séminaire de Besançon, ou pour la demeure de votre ami Fouquet, qui est toujours disposé à vous faire un sort magnifique. J'ai tout prévu, tout arrangé. Mais il faut partir et ne pas revenir d'un an à Verrières. » Julien ne répondit point. Il examinait si son honneur devait s'estimer offensé des soins que m. Chélan, qui après tout n'était pas son père, avait pris pour lui. « Demain à pareille heure, j'aurai l'honneur de vous revoir, dit-il enfin au curé. M. Chélan, qui comptait l'emporter de haute lutte sur un si jeune homme, parla beaucoup. Enveloppé dans l'attitude et la physionomie la plus humble, Julien n'ouvrit pas la bouche. Il sortit enfin, et courut prévenir madame de Rênal qu'il trouva au désespoir. Son mari venait de lui parler avec une certaine franchise. La faiblesse naturelle de son caractère, s'appuyant sur la perspective de l'héritage de Besançon, l'avait décidé à la considérer comme parfaitement innocente. Il venait de lui avouer l'étrange état dans lequel il trouvait l'opinion publique de Verrières. Le public avait tort. Il était égaré par des envieux. Mais enfin, que faire? Madame de Rênal eut un instant l'illusion que Julien pourrait accepter les offres de M. Valenod et rester à Verrières. Mais ce n'était plus cette femme simple et timide de l'année précédente. Sa fatale passion, ses remords l'avaient éclairée. Elle eut bientôt la douleur de prouver à elle-même, tout en écoutant son mari, qu'une séparation au moins momentanée était devenue indispensable. Loin de moi, Julien va retomber dans ses projets d'ambition si naturels quand on n'a rien. Et moi, grand Dieu, je suis si riche, et si inutilement pour mon bonheur. Il m'oubliera. Aimable comme il est, il sera aimé. Il aimera. Oh, malheureuse! De quoi puis-je me plaindre? Le ciel est juste. Je n'ai pas eu le mérite de faire cesser le crime. Il m'ôte le jugement. Il ne tenait qu'à moi de gagner Élisa à force d'argent. Rien ne m'était plus facile. Je n'ai pas pris la peine de réfléchir un moment. Les folles imaginations de l'amour absorbaient tout mon temps. Je péris. Julien fut frappé d'une chose. En apprenant la terrible nouvelle du départ à madame de Rênal, il ne trouva aucune objection égoïste. Elle faisait évidemment des efforts pour ne pas pleurer. « Nous avons besoin de fermeté, mon ami. » Elle coupa une mèche de ses cheveux. « Je ne sais pas ce que je ferai, lui dit-elle. Mais si je meurs, promets-moi de ne jamais oublier mes enfants. De loin ou de près, tâche d'en faire d'honnêtes gens. S'il y a une nouvelle révolution, tous les nobles seront égorgés.
Leur père s'émigrera peut-être à cause de ce paysan tué sur un toit. Veille sur la famille. Donne-moi ta main. Adieu, mon ami. Ce sont ici les derniers moments. Ce grand sacrifice fait, j'espère qu'en public, j'aurai le courage de penser à ma réputation. » Julien s'attendait à du désespoir. La simplicité de ces adieux le toucha. « Non, je ne reçois pas ainsi vos adieux. Je partirai. Ils le veulent. Vous le voulez vous-même. Mais 3 jours après mon départ, je reviendrai vous voir, de nuit. » L'existence de madame de Rênal fut changée. Julien l'aimait donc bien, puisque de lui-même il avait trouvé l'idée de la revoir. Son affreuse douleur se changea en un des plus vifs mouvements de joie qu'elle eût éprouvés de sa vie. Tout lui devint facile. La certitude de revoir son ami était à ces derniers moments tout ce qu'ils avaient de déchirant. Dès cet instant, la conduite comme la physionomie de madame de Rênal fut noble, ferme et parfaitement convenable. Monsieur de Rênal rentra bientôt. Il était hors de lui. Il parla enfin à sa femme de la lettre anonyme reçue 2 mois auparavant. « Je veux la porter au casino, montrer à tous qu'elle est de cet infâme Valenod que j'ai prise à la besace pour en faire un des plus riches bourgeois de Verrières. Je lui en ferai honte publiquement, et puis me battrai avec lui. Ceci est trop fort. »« Je pourrais être veuve, grand Dieu, » pensa madame de Rênal. Mais presque au même instant, elle se dit: « Si je n'empêche pas ce duel, comme certainement je le puis, je serai la meurtrière de mon mari. » Jamais elle n'avait ménagé sa vanité avec autant d'adresse. En moins de 2 heures, elle lui fit voir, et toujours par des raisons trouvées par lui, qu'il fallait marquer plus d'amitié que jamais à M. Valenod, et même reprendre Élisa dans la maison. Madame de Rênal eut besoin de courage pour se décider à revoir cette fille, cause de tous ses malheurs. Mais cette idée venait de Julien. Enfin, après avoir été mis 3 ou 4 fois sur la voie, M. de Rênal arriva tout seul à l'idée financièrement bien pénible que ce qu'il y aurait de plus désagréable pour lui, ce serait que Julien, au milieu de l'effervescence et des propos de tout Verrières, y restât comme précepteur des enfants de M. Valenod. L'intérêt évident de Julien était d'accepter les offres du directeur du dépôt de mendicité. Il importait au contraire, à la gloire de M. de Rênal, que Julien quittât Verrières pour entrer au séminaire de Besançon ou à celui de Dijon. Mais comment l'y décider? Et ensuite, comment y vivrait-il? M. de Rênal, voyant l'imminence du sacrifice d'argent, était plus au désespoir que sa femme. Pour elle, après cet entretien, elle était dans la position d'un homme de cœur qui, las de la vie, a pris une dose de stramonium. Il n'agit plus que par ressort, pour ainsi dire, et ne porte plus d'intérêt à rien. Ainsi, il arriva à Louis XIV mourant de dire « Quand j'étais roi ». Parole admirable. Le lendemain, dès le grand matin, M. de Rênal reçut une lettre anonyme. Celle-ci était du style le plus insultant. Les mots les plus grossiers applicables à sa position s'y voyaient à chaque ligne. C'était l'ouvrage de quelque envieux subalterne. Cette lettre le ramena à la pensée de se battre avec M. Valenod. Bientôt son courage alla jusqu'aux idées d'exécution immédiate. Il sortit seul et alla chez l'armurier prendre des pistolets qu'il fit charger. « Au fait, se disait-il, l'administration sévère de l'empereur Napoléon reviendrait au monde que moi, je n'ai pas un sou de friponnerie à me reprocher. J'ai tout au plus fermé les yeux, mais j'ai de bonnes lettres dans mon bureau qui m'y autorisent. » Madame de Rênal fut effrayée de la colère froide de son mari. Elle lui rappelait la fatale idée de veuvage qu'elle avait tant de peine à repousser. Elle s'enferma avec lui. Pendant plusieurs heures, elle lui parla en vain. La nouvelle lettre anonyme le décidait. Enfin, elle parvint à transformer le courage de donner un soufflet à M. Valenod en celui d'offrir 600 francs à Julien pour 1 année de sa pension dans un séminaire. M. de Rênal, maudissant 1000 fois le jour où il avait eu la fatale idée de prendre un précepteur chez lui, oublia la lettre anonyme. Il se consola un peu par une idée qu'il ne dit pas à sa femme. Avec de l'adresse, et en se prévalant des idées romanesques du jeune homme, il espérait l'engager, pour une somme moindre, à refuser les offres de M. Valenod. Madame de Rênal eut bien plus de peine à prouver à Julien que,
faisant aux convenances de son mari le sacrifice d'une place de 800 francs que lui offrait publiquement le directeur du dépôt, il pouvait sans honte accepter un dédommagement. Mais, disait toujours Julien, jamais je n'ai eu, même pour un instant, le projet d'accepter ces offres. Vous m'avez trop accoutumé à la vie élégante, la grossièreté de ces gens-là me tuerait. La cruelle nécessité, avec sa main de fer, plia la volonté de Julien. Son orgueil lui offrait l'illusion de n'accepter que comme un prêt la somme offerte par le maire de Verrières, et de lui en faire un billet portant remboursement dans 5 ans avec intérêt. Madame de Rênal avait toujours quelques milliers de francs cachés dans la petite grotte de la montagne. Elle les lui offrit en tremblant et sentant trop qu'elle serait refusée avec colère. « Voulez-vous, lui dit Julien, rendre le souvenir de nos amours abominables ?» Enfin, Julien quitta Verrières. M. de Rênal fut bien heureux au moment fatal d'accepter de l'argent de lui. Ce sacrifice se trouva trop fort pour Julien. Il refusa net. M. de Rênal lui sauta au cou, les larmes aux yeux. Julien lui ayant demandé un certificat de bonne conduite, il ne trouva pas dans son enthousiasme de termes assez magnifiques pour exalter sa conduite. Notre héros avait 5 louis d'économie et comptait demander une pareille somme à Fouqué. Il était fort ému, mais à une lieue de Verrières, où il laissait tant d'amour, il ne songea plus qu'au bonheur de voir une capitale, une grande ville de guerre, comme Besançon. Pendant cette courte absence de 3 jours, Madame de Rênal fut trompée par une des plus cruelles déceptions de l'amour. Sa vie était passable. Il y avait entre elle et l'extrême malheur cette dernière entrevue qu'elle devait avoir avec Julien. Elle comptait les heures, les minutes qui l'en séparaient. Enfin, pendant la nuit du 3e jour, elle entendit de loin le signal convenu. Après avoir traversé 1000 dangers, Julien parut devant elle. De ce moment, elle n'eut plus qu'une pensée. C'est pour la dernière fois que je le vois. Loin de répondre aux empressements de son amie, elle fut comme un cadavre à peine animé. Si elle se forçait à lui dire qu'elle l'aimait, c'était d'un air gauche, qui prouvait presque le contraire. Rien ne put la distraire de l'idée cruelle de séparation éternelle. Le méfiant Julien crut un instant être déjà oublié. Ces mots piqués dans ce sens ne furent accueillis que par de grosses larmes coulant en silence, et des serrements de main presque convulsifs. « Mais grand Dieu, comment voulez-vous que je vous croie ?» répondit Julien aux froides protestations de son ami. « Vous montreriez 100 fois plus d'amitié sincère à madame Derville, à une simple connaissance. » Madame de Rênal, pétrifiée, ne savait que répondre. « Il est impossible d'être plus malheureuse. J'espère que je vais mourir. Je sens mon cœur se glacer. » Telles furent les réponses les plus longues qu'il put en obtenir. Quand l'approche du jour vint rendre le départ nécessaire, les larmes de madame de Rênal cessèrent tout à fait. Elle le vit attacher une corde nouée à la fenêtre, sans mot dire, sans lui rendre ses baisers. En vain, Julien lui disait « Nous voici arrivés à l'état que vous avez tant souhaité. Désormais, vous vivrez sans remords. À la moindre indisposition de vos enfants, vous ne les verrez plus dans la tombe. » « Je suis fâchée que vous ne puissiez pas embrasser Stanislas, » lui dit-elle froidement. Julien finit par être profondément frappé des embrassements sans chaleur de ce cadavre vivant. Il ne put penser à autre chose pendant plusieurs lieues. Son âme était navrée, et avant de passer la montagne, tant qu'il put voir le clocher de l'église de Verrières, souvent il se retourna. Fin de la section numéro 22, enregistrée par Namouzette. Section 24 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume 1, chapitre 24. Une capitale. Que de bruit, que de gens affairés, que d'idées pour l'avenir dans une tête de 20 ans. Quelle distraction pour l'amour. Barnave.
Enfin, il aperçut, sur une montagne lointaine, des murs noirs. C'était la citadelle de Besançon. « Quelle différence pour moi, dit-il en soupirant, si j'arrivais dans cette noble ville de guerre pour être sous-lieutenant dans un des régiments chargés de la défendre. » Besançon n'est pas seulement une des plus jolies villes de France. Elle abonde en gens de cœur et d'esprit. Mais Julien n'était qu'un petit paysan et n'eut aucun moyen d'approcher les hommes distingués. Il avait pris chez Fouqué un habit bourgeois, et c'est dans ce costume qu'il passa les ponts-levis. Plein de l'histoire du siège de 1674, il voulut voir, avant de s'enfermer au séminaire, les remparts et la citadelle. 2 ou 3 fois, il fut sur le point de se faire arrêter par les sentinelles. Il pénétrait dans des endroits que le génie militaire interdit au public, afin de vendre pour 12 ou 15 francs de foin tous les ans. La hauteur des murs, la profondeur des fossés, l'air terrible des canons l'avaient occupé pendant plusieurs heures, lorsqu'il passa devant le grand café sur le boulevard. Il resta immobile d'admiration. Il avait beau lire le mot « café » écrit en gros caractères au-dessus des 2 immenses portes, et il ne pouvait en croire ses yeux. Il fit effort sur sa timidité. Il osa entrer et se trouva dans une salle longue de 30 ou 40 pas et dont le plafond était élevé de 20 pieds au moins. Ce jour-là, tout était enchantement pour lui. 2 parties de billard étaient en train. Les garçons criaient les poings, les joueurs couraient autour des billards encombrés de spectateurs. Des flots de fumée de tabac, s'élançant de la bouche de tous, les enveloppaient d'un nuage bleu. La haute stature de ces hommes, leurs épaules arrondies, leurs démarches lourdes, leurs énormes favoris, les longues redingotes qui les couvraient, tout attirait l'attention de Julien. Ces nobles enfants de l'antique Byzantium ne parlaient qu'en criant. Ils se donnaient les airs de guerriers terribles. Julien admirait immobile. Il songeait à l'immensité et à la magnificence d'une grande capitale telle que Besançon. Il ne se sentait nullement le courage de demander une tasse de café à un de ces messieurs au regard hautain qui criaient les points du billard. Mais la demoiselle du comptoir avait remarqué la charmante figure de ce jeune bourgeois de campagne qui, arrêté à 3 pas du poêle et son petit paquet sous le bras, considérait le buste du roi en beau plâtre blanc. Cette demoiselle, grande franc-comtoise, fort bien faite et mise comme il faut pour faire valoir un café, avait déjà dit 2 fois d'une petite voix qui cherchait à n'être entendue que de Julien. « Monsieur, monsieur !» Julien rencontra de grands yeux bleus fort tendres et vit que c'était à lui qu'on parlait. Il s'approcha vivement du comptoir et de la jolie fille comme il eût marché à l'ennemi. Dans ce grand mouvement, son paquet tomba. Quelle pitié notre provincial ne va-t-il pas inspirer aux jeunes lycéens de Paris qui, à 15 ans, savent déjà entrer dans un café d'un air si distingué. Mais ces enfants si bien stylés à 15 ans, à 18 tournent au commun. La timidité passionnée que l'on rencontre en province se surmonte quelquefois, et alors elle enseigne à vouloir. En s'approchant de cette jeune fille si belle qui daignait lui adresser la parole. « Il faut que je lui dise la vérité, » pensa Julien, qui devenait courageux à force de timidité vaincue. « Madame, je viens pour la première fois de ma vie à Besançon. Je voudrais bien avoir, en payant, un pain et une tasse de café. » La demoiselle sourit un peu, puis rougit. Elle craignait pour ce joli jeune homme l'attention ironique et les plaisanteries des joueurs de billard. Il serait effrayé et ne reparaîtrait plus. « Placez-vous ici près de moi, dit-elle en montrant une table de marbre presque tout à fait cachée par l'énorme comptoir d'acajou qui s'avance dans la salle. La demoiselle se pencha en dehors du comptoir, ce qui lui donna l'occasion de déployer une taille superbe. Julien la remarqua. Toutes ses idées changèrent. La belle demoiselle venait de placer devant lui une tasse, du sucre et un petit pain. Elle hésitait à appeler un garçon pour avoir du café, comprenant bien qu'à l'arrivée de ce garçon, son tête-à-tête avec Julien allait finir. Julien, pensif, comparait cette beauté blonde et gaie à certains souvenirs qui l'agitaient souvent. L'idée de la passion dont il avait été l'objet lui ôta presque toute sa timidité.
La belle demoiselle n'avait qu'un instant. Elle lut dans les regards de Julien. « Cette fumée de pipe vous fait tousser. Venez déjeuner demain avant 8 heures du matin. Alors je suis presque seule. » « Quel est votre nom ?» dit Julien avec le sourire caressant de la timidité heureuse. « Amanda Binet. Permettez-vous que je vous envoie dans 1 heure un petit paquet gros comme celui-ci ?» La belle Amanda réfléchit un peu. « Je suis surveillée. Ce que vous me demandez peut me compromettre. Cependant, je m'en vais écrire mon adresse sur une carte, que vous placerez sur votre paquet. Envoyez-le-moi hardiment. »« Je m'appelle Julien Sorel, » dit le jeune homme. « Je n'ai ni parents ni connaissances à Besançon. »« Ah, je comprends, » dit-elle avec joie. « Venez-vous pour l'école de droit ?»« Hélas, non, » répondit Julien. « On m'envoie au séminaire. » Le découragement le plus complet éteignit les traits d'Amanda. Elle appela un garçon. Elle avait du courage maintenant. Le garçon versa du café à Julien, sans le regarder. Amanda recevait de l'argent au comptoir. Julien était fier d'avoir osé parler. On se disputa à l'un des billards. Les cris et les démentis des joueurs, retentissant dans cette salle immense, faisaient un tapage qui étonnait Julien. Amanda était rêveuse et baissait les yeux. « Si vous voulez, mademoiselle, » lui dit-il tout à coup avec assurance, « je dirai que je suis votre cousin. » Ce petit air d'autorité plut à Amanda. « Ce n'est pas un jeune homme de rien, » pensa-t-elle. Elle lui dit fort vite, sans le regarder, car son œil était occupé à voir si quelqu'un s'approchait du comptoir. « Moi, je suis de Genlis, près de Dijon. Dites que vous êtes aussi de Genlis, et cousin de ma mère. »« Je n'y manquerai pas. Tous les jeudis à 5 heures en été, messieurs les séminaristes passent ici, devant le café. Si vous pensez à moi quand je passerai, ayez un bouquet de violettes à la main. » Amanda le regarda d'un air étonné. Ce regard changea le courage de Julien en témérité. Cependant, il rougit beaucoup en lui disant « Je sens que je vous aime de l'amour le plus violent. »« Parlez donc plus bas, » lui dit-elle d'un air effrayé. Julien songeait à se rappeler les phrases d'un volume dépareillé de la Nouvelle Héloïse qu'il avait trouvé à Vergy. Sa mémoire le servit bien. Depuis 10 minutes, il récitait la Nouvelle Héloïse à mademoiselle Amanda, ravie. Il était heureux de sa bravoure, quand tout à coup, la belle franc-comtoise prit d'un air glacial. Un de ses amants paraissait à la porte du café. Il s'approcha du comptoir, en sifflant et marchant des épaules. Il regarda Julien. À l'instant, l'imagination de celui-ci, toujours dans les extrêmes, ne fut remplie que d'idées de duel. Il pâlit beaucoup, éloigna sa tasse, prit une mine assurée et regarda son rival fort attentivement. Comme ce rival baissait la tête en se versant familièrement un verre d'eau-de-vie sur le comptoir, d'un regard, Amanda ordonna à Julien de baisser les yeux. Il obéit, et, pendant 2 minutes, se tint immobile à sa place, pâle, résolu, et ne songeant qu'à ce qu'il allait arriver. Il était vraiment bien en cet instant. Le rival avait été étonné des yeux de Julien. Son verre d'eau-de-vie avalé d'un trait, il dit un mot à Amanda, plaça ses 2 mains dans les poches latérales de sa grosse redingote et s'approcha d'un billard en soufflant et regardant Julien. Celui-ci se leva transporté de colère, mais il ne savait comment s'y prendre pour être insolent. Il posa son petit paquet et, de l'air le plus dandinant qu'il put, marcha vers le billard. En vain, la prudence lui disait « Mais avec un duel dès l'arrivée à Besançon, la carrière ecclésiastique est perdue. » Qu'importe, il ne sera pas dit que je manque un insolent. Amanda vit son courage. Il faisait un joli contraste avec la naïveté de ses manières. En un instant, elle le préféra au grand jeune homme en redingote. Elle se leva et, tout en ayant l'air de suivre de l'œil quelqu'un qui passait dans la rue, elle vint se placer rapidement entre lui et le billard. « Gardez-vous de regarder de travers ce monsieur, c'est mon beau-frère. »« Que m'importe, il m'a regardé. »« Voulez-vous me rendre malheureuse ? Sans doute il vous a regardé, peut-être même il va venir vous parler. Je lui ai dit que vous êtes un parent de ma mère et que vous arrivez de Genlis. Lui est franc-comtois et n'a jamais dépassé Dole, sur la route de la Bourgogne. Ainsi, dites ce que vous voudrez, ne craignez rien. » Julien hésitait encore. Elle ajouta bien vite, son imagination de dame de comptoir lui fournissant des mensonges en abondance. « Sans doute
Il vous a regardé, mais c'est au moment où il me demandait qui vous êtes. C'est un homme qui est manant avec tout le monde. Il n'a pas voulu vous insulter. » L'œil de Julien suivait le prétendu beau-frère. Il le vit acheter un numéro à la poule que l'on jouait au plus éloigné des deux billards. Julien entendit sa grosse voix qui criait, d'un ton menaçant, « Je prends affaire !» Il passa vivement derrière mademoiselle Amanda et fit un pas vers le billard. Amanda le saisit par le bras. « Venez me payer d'abord, lui dit-elle. « C'est juste, pensa Julien, elle a peur que je ne sorte sans payer. » Amanda était aussi agitée que lui et fort rouge. Elle lui rendit de la monnaie le plus lentement qu'elle put, tout en lui répétant à voix basse, « Sortez à l'instant du café, ou je ne vous aime plus. Et cependant, je vous aime bien. » Julien sortit en effet, mais lentement. « N'est-il pas de mon devoir, se répétait-il, d'aller regarder à mon tour en soufflant ce grossier personnage ?» Cette incertitude le retint une heure sur le boulevard devant le café. Il regardait si son homme sortait. Il ne parut pas, et Julien s'éloigna. Il n'était à Besançon que depuis quelques heures, et déjà il avait conquis un remords. Le vieux chirurgien-major lui avait donné autrefois, malgré sa goutte, quelques leçons d'escrime. Telle était toute la science que Julien trouvait au service de sa colère. Mais cet embarras n'eût rien été s'il eût su comment se fâcher autrement qu'en donnant un soufflet, et si l'on en venait au coup de poing, son rival, homme énorme, l'eût battu et puis planté là. « Pour un pauvre diable comme moi, se dit Julien, sans protecteur et sans argent, il n'y aura pas grande différence entre un séminaire et une prison. Il faut que je dépose mes habits bourgeois dans quelque auberge, où je reprendrai mon habit noir. Si jamais je parviens à sortir du séminaire pour quelques heures, je pourrai fort bien avec mes habits bourgeois revoir mademoiselle Amanda. » Ce raisonnement était beau. Mais Julien, passant devant toutes les auberges, n'osait entrer dans aucune. Enfin, comme il repassait devant l'hôtel des ambassadeurs, ses yeux inquiets rencontrèrent ceux d'une grosse femme, encore assez jeune, haute en couleur, l'air heureux et gai. Il s'approcha d'elle et lui raconta son histoire. « Certainement, mon joli petit abbé, lui dit l'hôtesse des ambassadeurs. Je vous garderai vos habits bourgeois, et même les ferai pousser souvent. De ce temps-ci, il ne fut pas bon laisser un habit de drap sans le toucher. » Elle prit une clé et le conduisit elle-même dans une chambre en lui recommandant d'écrire la note de ce qu'il laissait. « Bon Dieu, comme vous avez bonne mine comme ça, monsieur l'abbé Sorel, lui dit la grosse femme quand il descendit à la cuisine. « Je m'en vais vous faire servir un bon dîner. Et, ajouta-t-elle à voix basse, il ne vous coûtera que 20 sols au lieu de 50, que tout le monde paie, car il faut bien ménager votre petit boursicot. »« J'ai 10 louis, répliqua Julien avec une certaine fierté. « Ah bon Dieu, répondit la bonne hôtesse alarmée, ne parlez pas si haut. Il y a bien des mauvais sujets dans Besançon. On vous voilera ça en moins de rien. Surtout, n'entrez jamais dans les cafés. Ils sont remplis de mauvais sujets. » « Vraiment, dit Julien, à qui ce mot donnait à penser. Ne venez jamais que chez moi. Je vous ferai faire du café. Rappelez-vous que vous trouverez toujours ici une amie et un bon dîner à 20 sols. C'est parlé, ça, j'espère. Allez vous mettre à table. Je vais vous servir moi-même. »« Je ne saurais manger, lui dit Julien. Je suis trop ému. Je vais entrer au séminaire en sortant de chez vous. » La bonne femme ne le laissa partir qu'après avoir rempli ses poches de provisions. Enfin, Julien s'achemina vers le lieu terrible. L'hôtesse, de dessus sa porte, lui en indiquait la route. Fin de la section numéro 24, enregistrée par Namouzet. Section 25 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal. Volume 1er, chapitre 25, Le séminaire. 336 dîners à 83 centimes, 336 soupers à 38 centimes, du chocolat à qui de droit. Combien y a-t-il à gagner sur la soumission ? Le Valenod de Besançon. Il vit de loin la croix de fer dorée sur la porte. Il approcha lentement, ses jambes semblaient se dérober sous lui. Voilà donc cet enfer sur la terre dont je ne pourrai sortir. Enfin il se décida à sonner. Le bruit de la cloche retentit comme dans un lieu solitaire.
Au bout de 10 minutes, un homme pâle, vêtu de noir, vint lui ouvrir. Julien le regarda et aussitôt baissa les yeux. Il trouva à ce portier une physionomie singulière. La pupille saillante et verte de ses yeux s'arrondissait comme celle d'un chat. Les contours immobiles de ses paupières annonçaient l'impossibilité de toute sympathie. Ses lèvres minces se développaient en demi-cercle sur des dents qui avançaient. Cependant, cette physionomie ne montrait pas le crime, mais plutôt cette insensibilité parfaite qui inspire bien plus de terreur à la jeunesse. Le seul sentiment que le regard rapide de Julien put deviner sur cette longue figure dévote fut un mépris profond pour tout ce dont on voudrait lui parler et qui ne serait pas l'intérêt du ciel. Julien releva les yeux avec effort, et d'une voix que le battement de cœur rendait tremblante, il expliqua qu'il désirait parler à M. Pirard, le directeur du séminaire. Sans dire une parole, l'homme noir lui fit signe de le suivre. Ils montèrent 2 étages par un large escalier à rampe de bois, dont les marches déjetées penchaient tout à fait du côté opposé au mur et semblaient prêtes à tomber. Une petite porte, surmontée d'une grande croix de cimetière en bois blanc peint en noir, fut ouverte avec difficulté, et le portier le fit entrer dans une chambre sombre et basse, dont les murs blanchis à la chaux étaient garnis de 2 grands tableaux noircis par le temps. Là, Julien fut laissé seul. Il était atterré, son cœur battait violemment. Il eût été heureux d'oser pleurer. Un silence de mort régnait dans toute la maison. Au bout d'un quart d'heure, qui lui parut une journée, le portier à figure sinistre reparut sur le pas d'une porte à l'autre extrémité de la chambre, et sans daigner parler, lui fit signe d'avancer. Il entra dans une pièce encore plus grande que la première et fort mal éclairée. Les murs aussi étaient blanchis, mais il n'y avait pas de meubles. Seulement dans un coin près de la porte, Julien vit en passant un lit de bois blanc, 2 chaises de paille, et un petit fauteuil en planche de sapin sans coussin. À l'autre extrémité de la chambre, près d'une petite fenêtre à vitres jaunes garnie de vases de fleurs tenus salement, il aperçut un homme assis devant une table et couvert d'une soutane délabrée. Il avait l'air en colère, et prenait l'un après l'autre une foule de petits carrés de papier qu'il rangeait sur sa table après y avoir écrit quelques mots. Il ne s'apercevait pas de la présence de Julien. Celui-ci était immobile, debout vers le milieu de la chambre, là où l'avait laissé le portier qui était ressorti en fermant la porte. 10 minutes se passèrent ainsi. L'homme mal vêtu écrivait toujours. L'émotion et la terreur de Julien étaient telles qu'il lui semblait être sur le point de tomber. Un philosophe eût dit, peut-être en se trompant, « C'est la violente impression du lait sur une âme faite pour aimer ce qui est beau. » L'homme qui écrivait leva la tête. Julien ne s'en aperçut qu'au bout d'un moment, et même après l'avoir vu, il restait encore immobile, comme frappé à mort par le regard terrible dont il était l'objet. Les yeux troublés de Julien distinguaient à peine une figure longue et toute couverte de taches rouges, excepté sur le front qui laissait voir une pâleur mortelle. Entre ces joues rouges et ce front blanc brillaient 2 petits yeux noirs faits pour effrayer le plus brave. Le vaste contour de ce front était marqué par des cheveux épais, plats et d'un noir de jais. « Voulez-vous approcher, oui ou non ?» dit enfin cet homme avec impatience. Julien s'avança d'un pas mal assuré, et enfin, prêt à tomber, et pâle, comme de sa vie il ne l'avait été, il s'arrêta à 3 pas de la petite table de bois blanc couverte de carrés de papier. « Plus près, dit l'homme. Julien s'avança encore en étendant la main, comme cherchant à s'appuyer sur quelque chose. « Votre nom ?»« Julien Sorel. »« Vous avez bien tardé, lui dit-on, en attachant de nouveau sur lui un œil terrible. Julien ne put supporter ce regard. Étendant la main, comme pour se soutenir, il tomba tout de son long sur le plancher. L'homme sonna. Julien n'avait perdu que l'usage des yeux et la force de se mouvoir. Il entendit des pas qui s'approchaient. On le releva, on le plaça sur le petit fauteuil de bois blanc. Il entendit l'homme terrible qui disait au portier « Il tombe du haut mal, apparemment, il ne manquait plus que ça. » Quand Julien put ouvrir les yeux, l'homme à la figure rouge continuait à écrire. Le portier avait disparu. « Il faut avoir du courage, se dit notre héros, et surtout cacher ce que je sens. » Il éprouvait un violent mal de cœur. « S'il m'arrive un accident, Dieu sait ce qu'on pensera de moi. » Enfin, l'homme cessa d'écrire, et regardant Julien de côté, « Êtes-vous en état de me répondre ?»« Oui, monsieur, dit Julien d'une voix affaiblie. »« Ah, c'est heureux !» L'homme noir s'était levé à demi, et cherchait avec impatience une lettre dans le tiroir de sa table de sapin, qui s'ouvrit en criant. Il la trouva, s'assit lentement,
et regardant de nouveau Julien, d'un air à lui arracher le peu de vie qui lui restait. « Vous m'êtes recommandé par M. Chélan. C'était le meilleur curé du diocèse. Homme vertueux s'il en fut, et mon ami depuis 30 ans. »« Ah, c'est à M. Pirard que j'ai l'honneur de parler ?» dit Julien d'une voix mourante. « Apparemment, » répliqua le directeur du séminaire, en le regardant avec humeur. Il y eut un redoublement d'éclat dans ses petits yeux, suivi d'un mouvement involontaire des muscles des coins de la bouche. C'était la physionomie du tigre goûtant par avance le plaisir de dévorer sa proie. « La lettre de Chélan est courte, dit-il, comme en se parlant à lui-même. Intelligenti pauca. Par le temps qui court, on ne saurait écrire trop peu. Il lut haut. Je vous adresse Julien Sorel de cette paroisse, que j'ai baptisé il y aura bientôt 20 ans. Fils d'un charpentier riche, mais qui ne lui donne rien. Julien sera un ouvrier remarquable dans la vigne du Seigneur. La mémoire, l'intelligence ne manquent point, il y a de la réflexion. Sa vocation sera-t-elle durable? Est-elle sincère? Sincère, répéta l'abbé Pirard d'un air étonné, et en regardant Julien. Mais déjà le regard de l'abbé était moins dénué de toute humanité. Sincère, répéta-t-il en baissant la voix, et reprenant sa lecture. Je vous demande pour Julien Sorel une bourse. Il la méritera en subissant les examens nécessaires. Je lui ai montré un peu de théologie, de cette ancienne et bonne théologie des Bossuet, des Arnaud, des Fleury. Si ce sujet ne vous convient pas, renvoyez-le-moi. Le directeur du dépôt de mendicité, que vous connaissez bien, lui offre 800 francs pour être précepteur de ses enfants. Mon intérieur est tranquille, grâce à Dieu. Je m'accoutume aux coups terribles. Vale, et me ama. L'abbé Pirard, ralentissant la voix comme il lisait la signature, prononça avec un soupir le mot Chélan. Il est tranquille, dit-il. En effet, sa vertu méritait cette récompense. Dieu puisse-t-il me l'accorder le cas échéant. Il regarda le ciel et fit un signe de croix. À la vue de ce signe sacré, Julien sentit diminuer l'horreur profonde qui, depuis son entrée dans cette maison, l'avait glacé. « J'ai ici 321 aspirants à l'état le plus saint, dit enfin l'abbé Pirard, d'un ton de voix sévère, mais non méchant. 7 ou 8 seulement me sont recommandés par des hommes tels que l'abbé Chélan. Ainsi, parmi les 321, vous allez être le 9e. Mais ma protection n'est ni faveur ni faiblesse. Elle est redoublement de soin et de sévérité contre les vices. Allez fermer cette porte à clé. » Julien fit un effort pour marcher et réussit à ne pas tomber. Il remarqua qu'une petite fenêtre voisine de la porte d'entrée donnait sur la campagne. Il regarda les arbres. Cette vue lui fit du bien, comme s'il eût aperçu d'anciens amis. « Loqueris ne linguam latinam » Parlez-vous latin lui dit l'abbé Pirard comme il revenait. « Ita, pater optime » Oui, mon excellent père, répondit Julien, revenant un peu à lui. Certainement, jamais homme au monde ne lui avait paru moins excellent que M. Pirard depuis une demi-heure. L'entretien continua en latin. L'expression des yeux de l'abbé s'adoucissait. Julien reprenait quelque sang-froid. Que je suis faible, pensa-t-il, de m'en laisser imposer par ces apparences de vertu. Cet homme sera tout simplement un fripon, comme M. Maslon. Et Julien s'applaudit d'avoir caché presque tout son argent dans ses bottes. L'abbé Pirard examina Julien sur la théologie. Il fut surpris de l'étendue de son savoir. Son étonnement augmenta quand il l'interrogea en particulier sur les Saintes Écritures. Mais quand il arriva aux questions sur la doctrine des pères, il s'aperçut que Julien ignorait presque jusqu'au nom de saint Jérôme, de saint Augustin, de saint Bonaventure, de saint Basile, etc., etc. Au fait, pensa l'abbé Pirard, voilà bien cette tendance fatale au protestantisme que j'ai toujours reprochée à Chélan. Une connaissance approfondie et trop approfondie des Saintes Écritures. Julien venait de lui parler, sans être interrogé à ce sujet, du temps véritable où avaient été écrits la Genèse, le Pentateuque, etc. À quoi mène ce raisonnement infini sur les Saintes Écritures, pensa l'abbé Pirard, si ce n'est à l'examen personnel, c'est-à-dire au plus affreux protestantisme. Et à côté de cette science imprudente, rien sur les pères qui puisse compenser cette tendance. Mais l'étonnement du directeur du séminaire n'eut plus de bornes lorsqu'interrogeant Julien sur l'autorité du pape et s'attendant aux maximes de l'ancienne église gallicane, le jeune homme lui récita tout le livre de M. de Maistre. Singulier homme que ce Chélan, pensa l'abbé Pirard. Lui a-t-il montré ce livre pour lui apprendre à s'en moquer? Ce fut en vain qu'il interrogea Julien pour tâcher de deviner s'il croyait sérieusement à la doctrine de M. de Maistre. Le jeune homme ne répondait qu'avec sa mémoire. De ce moment, Julien fut réellement très bien. Il sentait qu'il était maître de soi.
Après un examen fort long, il lui sembla que la sévérité de M. Pirard envers lui n'était plus qu'affectée. En effet, sans les principes de gravité austère que depuis 15 ans il s'était imposés envers ses élèves en théologie, le directeur du séminaire eût embrassé Julien au nom de la logique, tant il trouvait de clarté, de précision et de netteté dans ses réponses. Voilà un esprit hardi et sain, se disait-il. Mais corpus debile, le corps est faible. Tombez-vous souvent ainsi dit-il à Julien en français, et lui montrant du doigt le plancher. C'est la première fois de ma vie. La figure du portier m'avait glacé, ajouta Julien en rougissant comme un enfant. L'abbé Pirard sourit presque. Voilà l'effet des vaines pompes du monde. Vous êtes accoutumés apparemment à des visages riants, véritable théâtre de mensonges. La vérité est austère, monsieur. Mais notre tâche ici-bas n'est-elle pas austère aussi? Il faudra veiller à ce que votre conscience se tienne en garde contre cette faiblesse. Trop de sensibilité aux vaines grâces de l'extérieur. Si vous ne m'étiez pas recommandé, dit l'abbé Pirard, en reprenant la langue latine avec un plaisir marqué, si vous ne m'étiez pas recommandé par un homme tel que l'abbé Chélan, je vous parlerais le vain langage de ce monde, auquel il paraît que vous êtes trop accoutumé. La bourse entière que vous sollicitez, vous dirais-je, est la chose du monde la plus difficile à obtenir. Mais l'abbé Chélan a mérité bien peu par 56 ans de travaux apostoliques s'il ne peut disposer d'une bourse au séminaire. Après ces mots, l'abbé Pirard recommanda à Julien de n'entrer dans aucune société ou congrégation secrète sans son consentement. « Je vous en donne ma parole d'honneur, » dit Julien avec l'épanouissement de cœur d'un honnête homme. Le directeur du séminaire sourit pour la première fois. « Ce mot n'est point de mise ici, lui dit-il. Il rappelle trop le vain honneur des gens du monde, qui les conduit à tant de fautes et souvent à des crimes. Vous me devez la sainte obéissance, en vertu du paragraphe 17 de la bulle Unam Ecclesiam de saint Pie V. Je suis votre supérieur ecclésiastique. Dans cette maison, entendre, mon très cher fils, c'est obéir. Combien avez-vous d'argent? Nous y voici, se dit Julien. C'était pour cela qu'était le très cher fils. 35 francs, mon père. Écrivez soigneusement l'emploi de cet argent. Vous aurez à m'en rendre compte. Cette pénible séance avait duré 3 heures. Julien appela le portier. Allez installer Julien Sorel dans la cellule numéro 103, dit l'abbé Pirard à cet homme. Par une grande distinction, il accordait à Julien un logement séparé. Portez-y sa malle, ajouta-t-il. Julien baissa les yeux et vit sa malle précisément en face de lui. Il la regardait depuis 3 heures et ne l'avait pas reconnue. En arrivant au numéro 103, c'était une petite chambrette de 8 pieds en carré au dernier étage de la maison, Julien remarqua qu'elle donnait sur les remparts, et par-delà, on apercevait la jolie plaine que le Doubs sépare de la ville. « Quelle vue charmante !» s'écria Julien. En se parlant ainsi, il ne sentait pas ce qu'exprimaient ces mots. Les sensations si violentes qu'il avait éprouvées depuis le peu de temps qu'il était à Besançon avaient entièrement épuisé ses forces. Il s'assit près de la fenêtre, sur l'unique chaise de bois qui fut dans sa cellule, et tomba aussitôt dans un profond sommeil. Il n'entendit point la cloche du souper, ni celle du salut. On l'avait oublié. Quand les premiers rayons du soleil le réveillèrent le lendemain matin, il se trouva couché sur le plancher. Fin de la section 25. Enregistré par Rémy. Section 26 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal. Volume 1er, chapitre 26. Le monde, ou ce qui manque aux riches. Je suis seul sur la terre, personne ne daigne penser à moi. Tous ceux que je vois faire fortune ont une effronterie et une dureté de cœur que je ne me sens point. Ils me haïssent à cause de ma bonté facile. Ah, bientôt je mourrai, soit de faim, soit du malheur de voir les hommes si durs. Jung. Il se hâta de brosser son habit et de descendre. Il était en retard. Un sous-maître le gronda sévèrement. Au lieu de chercher à se justifier, Julien croisa les bras sur sa poitrine. « Peccavi pater optime. J'ai péché, j'avoue ma faute, ô mon père, dit-il d'un air contrit. Ce début eut un grand succès. Les gens adroits parmi les séminaristes
virent qu'ils avaient affaire à un homme qui n'en était pas aux éléments du métier. L'heure de la récréation arriva. Julien se vit l'objet de la curiosité générale. Mais on ne trouva chez lui que réserve et silence. Suivant les maximes qu'il s'était faites, il considéra ses 321 camarades comme des ennemis. Le plus dangereux de tous, à ses yeux, était l'abbé Pirard. Peu de jours après, Julien eut à choisir un confesseur. On lui présenta une liste. « Eh, bon Dieu, pour qui me prend-on » se dit-il. « Croit-on que je ne comprenne pas ce que parler veut dire ?» Et il choisit l'abbé Pirard. Sans qu'il s'en doutât, cette démarche était décisive. Un petit séminariste tout jeune, natif de Verrières, et qui dès le premier jour s'était déclaré son ami, lui apprit que s'il eût choisi M. Castanède, le sous-directeur du séminaire, il eût peut-être agi avec plus de prudence. L'abbé Castanède est l'ennemi de M. Pirard, qu'on soupçonne de jansénisme, ajouta le petit séminariste en se penchant vers son oreille. Toutes les premières démarches de notre héros, qui se croyait si prudent, furent, comme le choix d'un confesseur, des étourderies. Égaré par toute la présomption d'un homme à imagination, il prenait ses intentions pour des faits et se croyait un hypocrite consommé. Sa folie allait jusqu'à se reprocher ses succès dans cet art de la faiblesse. « Hélas, c'est ma seule arme !» À une autre époque, se disait-il. « C'est par des actions parlantes en face de l'ennemi que j'aurai gagné mon pain. » Julien, satisfait de sa conduite, regardait autour de lui. Il trouvait partout l'apparence de la vertu la plus pure. 8 ou 10 séminaristes vivaient en odeur de sainteté, et avaient des visions, comme sainte Thérèse et saint François, lorsqu'il reçut les stigmates sur le mont Vernia dans l'Apennin. Mais c'était un grand secret, leurs amis le cachaient. Ces pauvres jeunes gens à vision étaient presque toujours à l'infirmerie. Une centaine d'autres réunissaient à une foi robuste une infatigable application. Ils travaillaient au point de se rendre malades, mais sans apprendre grand-chose. 2 ou 3 se distinguaient par un talent réel, et entre autres, un nommé Chazelle. Mais Julien se sentait de l'éloignement pour eux, et eux pour lui. Le reste des 321 séminaristes ne se composait que d'êtres grossiers, qui n'étaient pas bien sûrs de comprendre les mots latins qu'ils répétaient tout le long de la journée. Presque tous étaient des fils de paysans, et ils aimaient mieux gagner leur pain en récitant quelques mots latins qu'en piochant la terre. C'est d'après cette observation que dès les premiers jours, Julien se promit de rapides succès. Dans tout service, il faut des gens intelligents, car enfin il y a un travail à faire, se disait-il. Sous Napoléon, j'eusse été sergent. Parmi ces futurs curés, je serai grand vicaire. Tous ces pauvres diables, ajoutait-il, manœuvriers dès l'enfance, ont vécu jusqu'à leur arrivée ici de lait caillé et de pain noir. Dans leur chaumière, ils ne mangeaient de la viande que 5 ou 6 fois par an. Semblables aux soldats romains qui trouvaient la guerre un temps de repos, ces grossiers paysans sont enchantés des délices du séminaire. Julien ne lisait jamais dans leur œil morne que le besoin physique satisfait après le dîner, et le plaisir physique attendu avant le repas. Tels étaient les gens au milieu desquels il fallait se distinguer. Mais ce que Julien ne savait pas, ce qu'on se gardait de lui dire, c'est que être le premier dans les différents cours de dogme, d'histoire ecclésiastique, etc., que l'on suit au séminaire, n'était à leurs yeux qu'un péché splendide. Depuis Voltaire, depuis le gouvernement des 2 chambres, qui n'est au fond que méfiance et examen personnel, et donne à l'esprit des peuples cette mauvaise habitude de se méfier, l'Église de France semble avoir compris que les livres sont ses vrais ennemis. C'est la soumission de cœur qui est tout à ses yeux. Réussir dans les études, même sacrées, lui est suspect, et à bon droit. Qui empêchera l'homme supérieur de passer de l'autre côté, comme Sieyès ou Grégoire ? L'Église tremblante s'attache au pape comme à la seule chance de salut. Le pape seul peut essayer de paralyser l'examen personnel, et par les pieuses pompes des cérémonies de sa cour, faire impression sur l'esprit ennuyé et malade des gens du monde. Julien, pénétrant à demi ces diverses vérités, que cependant toutes les paroles prononcées dans un séminaire tendent à démentir, tombait dans une mélancolie profonde. Il travaillait beaucoup, et réussissait rapidement à apprendre des choses très utiles à un prêtre, très fausses à ses yeux, et auxquelles il ne mettait aucun intérêt. Il croyait n'avoir rien autre chose à faire. « Suis-je donc oublié de toute la terre ?» pensait-il. Il ne savait pas que M. Pirard avait reçu et jeté au feu quelques lettres timbrées de Dijon, et où, malgré les formes du style le plus convenable, perçait la passion la plus vive. De grands remords semblaient combattre cet amour. « Tant mieux, pensait l'abbé Pirard, ce n'est pas du moins une femme impie que ce jeune homme a aimée. »
Un jour, l'abbé Pirard ouvrit une lettre qui semblait à demi effacée par les larmes. C'était un éternel adieu. Enfin, disait-on à Julien, le ciel m'a fait la grâce de haïr, non l'auteur de ma faute, il sera toujours ce que j'aurai de plus cher au monde, mais ma faute en elle-même. Le sacrifice est fait, mon ami. Ce n'est pas sans larmes, comme vous voyez. Le salut des êtres auxquels je me dois et que vous avez tant aimés l'emporte. Un Dieu juste mais terrible ne pourra plus se venger sur eux des crimes de leur mère. Adieu, Julien, soyez juste envers les hommes. Cette fin de lettre était presque absolument illisible. On donnait une adresse à Dijon, et cependant, on espérait que jamais Julien ne répondrait, ou que du moins il se servirait de paroles qu'une femme revenue à la vertu pourrait entendre sans rougir. La mélancolie de Julien, aidée par la médiocre nourriture que fournissait au séminaire l'entrepreneur des dîners à 83 centimes, commençait à influer sur sa santé, lorsqu'un matin, Fouqué parut tout à coup dans sa chambre. « Enfin, j'ai pu entrer. Je suis venu 5 fois à Besançon, sans reproche, pour te voir. Toujours visage de bois. J'ai aposté quelqu'un à la porte du séminaire. Pourquoi diable est-ce que tu ne sors jamais? C'est une épreuve que je me suis imposée. Je te trouve bien changé. Enfin, je te revois. 2 beaux écus de 5 francs viennent de m'apprendre que je n'étais qu'un sot de ne pas les avoir offerts dès le premier voyage. » La conversation fut infinie entre les deux amis. Julien changea de couleur lorsque Fouqué lui dit « À propos, sais-tu, la mère de tes élèves est tombée dans la plus haute dévotion. » Et il parlait de cet air dégagé qui fait une si singulière impression sur l'âme passionnée, de laquelle on bouleverse sans s'en douter les plus chers intérêts. « Oui, mon ami, dans la dévotion la plus exaltée. On dit qu'elle fait des pèlerinages. » Mais à la honte éternelle de l'abbé Malon, qui a espionné si longtemps ce pauvre M. Chélan, Madame de Rênal n'a pas voulu de lui. Elle va se confesser à Dijon ou à Besançon. « Elle vient à Besançon » dit Julien, le front couvert de rougeur. « Assez souvent, » répondit Fouqué d'un air interrogatif. « As-tu des constitutionnels sur toi ?»« Que dis-tu » répliqua Fouqué. « Je te demande si tu as des constitutionnels, reprit Julien, du ton de voix le plus tranquille. Ils se vendent 30 sous le numéro ici. Quoi, même au séminaire des libéraux s'écria Fouqué. Pauvre France, ajouta-t-il en prenant la voix hypocrite et le ton doux de l'abbé Malon. Cette visite eût fait une profonde impression sur notre héros si, dès le lendemain, un mot que lui adressa ce petit séminariste de Verrières, qui lui semblait si enfant, ne lui eût fait faire une importante découverte. Depuis qu'il était au séminaire, la conduite de Julien n'avait été qu'une suite de fausses démarches. Il se moqua de lui-même avec amertume. À la vérité, les actions importantes de sa vie étaient savamment conduites, mais il ne soignait pas les détails. Et les habiles, au séminaire, ne regardent qu'aux détails. Aussi passait-il déjà parmi ses camarades pour un esprit fort. Il avait été trahi par une foule de petites actions. À leurs yeux, il était convaincu de ce vice énorme. Il pensait, il jugeait par lui-même, au lieu de suivre aveuglément l'autorité et l'exemple. L'abbé Pirard ne lui avait été d'aucun secours. Il ne lui avait pas adressé une seule fois la parole, hors du tribunal de la pénitence, où encore il écoutait plus qu'il ne parlait. Il en eût été bien autrement s'il eût choisi l'abbé Castanède. Du moment que Julien se fut aperçu de sa folie, il ne s'ennuya plus. Il voulut connaître toute l'étendue du mal, et à cet effet sortit un peu de ce silence hautain et obstiné avec lequel il repoussait ses camarades. Ce fut alors qu'on se vengea de lui. Ses avances furent accueillies par un mépris qui alla jusqu'à la dérision. Il reconnut que depuis son entrée au séminaire, il n'y avait pas eu une heure, surtout pendant la récréation, qui n'eût porté conséquence pour ou contre lui, qui n'eût augmenté le nombre de ses ennemis, ou ne lui eût concilié la bienveillance de quelques séminaristes sincèrement vertueux ou un peu moins grossiers que les autres. Le mal à réparer était immense, la tâche fort difficile. Désormais l'attention de Julien fut sans cesse sur ses gardes. Il s'agissait de se dessiner un caractère tout nouveau. Les mouvements de ses yeux, par exemple, lui donnèrent beaucoup de peine. Ce n'est pas sans raison qu'en ces lieux-là on les porte baissés. Quelle n'était pas ma présomption à Verrières, se disait Julien. Je croyais vivre. Je me préparais seulement à la vie. Me voici enfin dans le monde, tel que je le trouverai jusqu'à la fin de mon rôle, entouré de vrais ennemis. Quelle immense difficulté, ajoutait-il, que cette hypocrisie de chaque minute. C'est à faire pâlir les travaux d'Hercule. L'Hercule des temps modernes, c'est Sixte Quint, trompant 15 années de suite, par sa modestie,
40 cardinaux qu'il avait vus vifs et hautains pendant toute sa jeunesse. La science n'est donc rien ici, se disait-il avec dépit. Les progrès dans le dogme, dans l'histoire sacrée, etc., ne comptent qu'en apparence. Tout ce qu'on dit à ce sujet est destiné à faire tomber dans le piège les fous tels que moi. Hélas, mon seul mérite consistait dans mes progrès rapides, dans ma façon de saisir ces balivernes. Est-ce qu'au fond il les estimerait à leur vraie valeur? Les juge-t-il comme moi? Et j'avais la sottise d'en être fier. Ces premières places que j'obtiens toujours n'ont servi qu'à me donner de mauvaises notes pour les véritables places que l'on obtient à la sortie du séminaire et où l'on gagne de l'argent. Chazelle, qui a plus de science que moi, jette toujours dans ses compositions quelques balourdises qui le fait reléguer à la 50e place. S'il obtient la première, c'est par distraction. Ah, qu'un mot, un seul mot de M. Pirard m'eût été utile. Du moment que Julien fut détrompé, les longs exercices de piété ascétique, tels que le chapelet 5 fois la semaine, les cantiques au Sacré-Cœur, etc., etc., qui lui semblaient si mortellement ennuyeux, devinrent ses moments d'action les plus intéressants. En réfléchissant sévèrement sur lui-même, et cherchant surtout à ne pas s'exagérer ses moyens, Julien n'aspira pas d'emblée, comme les séminaristes qui servaient de modèles aux autres, à faire à chaque instant des actions significatives, c'est-à-dire prouvant un genre de perfection chrétienne. Au séminaire, il est une façon de manger un œuf à la coque qui annonce les progrès faits dans la vie dévote. Le lecteur, qui sourit peut-être, daignerait-il se souvenir de toutes les fautes que fit, en mangeant un œuf, l'abbé Delille, invité à déjeuner chez une grande dame de la cour de Louis XVI? Julien chercha d'abord à arriver au non culpa. C'est l'état du jeune séminariste dont la démarche, dont la façon de mouvoir les bras, les yeux, etc., n'indique à la vérité rien de mondain, mais ne montre pas encore l'être absorbé par l'idée de l'autre vie et le pur néant de celle-ci. Sans cesse, Julien trouvait écrites au charbon sur les murs des corridors des phrases telles que celle-ci. Qu'est-ce que 60 ans d'épreuves mises en balance avec une éternité de délices ou une éternité d'huile bouillante en enfer? Il ne les méprisa plus. Il comprit qu'il fallait les avoir sans cesse devant les yeux. Que ferai-je toute ma vie, se disait-il? Je vendrai aux fidèles une place dans le ciel. Comment cette place leur sera-t-elle rendue visible? Par la différence de mon extérieur et de celui d'un laïc. Après plusieurs mois d'application de tous les instants, Julien avait encore l'air de penser. Sa façon de remuer les yeux et de porter la bouche n'annonçait pas la foi implicite et prête à tout croire et à tout soutenir, même par le martyre. C'était avec colère que Julien se voyait primé dans ce genre par les paysans les plus grossiers. Il y avait de bonnes raisons pour qu'ils n'eussent pas l'air penseurs. Que de peine ne se donnait-il pas pour arriver à ce front béat et étroit, à cette physionomie de foi fervente et aveugle, prête à tout croire et à tout souffrir, que l'on trouve si fréquemment dans les couvents d'Italie, et dont, à nous autres laïcs, le Guerchin a laissé de si parfaits modèles dans ses tableaux d'église. Les jours de grande fête, on donnait aux séminaristes des saucisses avec de la choucroute. Les voisins de table de Julien avaient observé qu'il était insensible à ce bonheur. Ce fut là un de ses premiers crimes. Ses camarades y virent un trait odieux, de la plus sotte hypocrisie. Rien ne lui fit plus d'ennemis. Voyez ce bourgeois, voyez ce dédaigneux, disait-il, qui fait semblant de mépriser la meilleure pitance, des saucisses avec de la choucroute. Fi, le vilain, l'orgueilleux, le damné! Il aurait dû s'abstenir par pénitence d'en manger une partie et faire ce sacrifice de dire à quelque ami en montrant la choucroute. Qu'est-ce que l'homme peut offrir à un être tout-puissant si ce n'est la douleur volontaire? Julien n'avait pas l'expérience qui fait voir si facilement les choses de ce genre. Hélas, l'ignorance de ces jeunes paysans, mes camarades, est pour eux un avantage immense, s'écriait-il dans ces moments de découragement. À leur arrivée au séminaire, le professeur n'a point à les délivrer de ce nombre effroyable d'idées mondaines que j'y apporte, et qu'ils lisent sur ma figure quoi que je fasse. Julien étudiait, avec une attention voisine de l'envie, les plus grossiers des petits paysans qui arrivaient au séminaire. Au moment où on les dépouillait de leurs vestes de ratine, pour leur faire endosser la robe noire, leur éducation se bornait à un respect immense et sans borne pour l'argent sec et liquide, comme on dit en Franche-Comté. C'est la manière sacramentelle et héroïque d'exprimer l'idée sublime d'argent comptant. Le bonheur pour ces séminaristes, comme pour les héros des romans de Voltaire, consiste surtout à bien dîner. Julien découvrait chez presque tous un respect inné pour l'homme qui porte un habit de drap fin.
Ce sentiment apprécie la justice distributive, telle que nous la donnent nos tribunaux, à sa valeur et même au-dessous de sa valeur. Que peut-on gagner, répétaient-ils souvent entre eux, à plaider contre un gros? C'est le mot des valets du Jura pour exprimer un homme riche. Qu'on juge de leur respect pour l'être le plus riche de tous, le gouvernement. Ne pas sourire avec respect au seul nom de monsieur le préfet passe, aux yeux des paysans de la Franche-Comté, pour une imprudence. Or, l'imprudence chez le pauvre est rapidement punie par le manque de pain. Après avoir été comme suffoqué dans les premiers temps par le sentiment du mépris, Julien finit par éprouver de la pitié. Il était arrivé souvent au père de la plupart de ses camarades de rentrer le soir dans l'hiver à leur chaumière et de n'y trouver ni pain, ni châtaigne, ni pommes de terre. Qu'y a-t-il donc d'étonnant, se disait Julien, si l'homme heureux, à leurs yeux, est d'abord celui qui vient de bien dîner, et ensuite celui qui possède un bon habit. Mes camarades ont une vocation ferme, c'est-à-dire qu'ils voient dans l'état ecclésiastique une longue continuation de ce bonheur, bien dîner et avoir un habit chaud en hiver. Il arriva à Julien d'entendre un jeune séminariste, doué d'imagination, dire à son compagnon: pourquoi ne deviendrais-je pas pape comme Sixte Quint, qui gardait les pourceaux? On ne fait pape que des Italiens, répondit l'ami. Mais pour sûr, on tirera au sort parmi nous pour des places de grand vicaire, de chanoine et peut-être d'évêque. Monsieur P, évêque de Châlons, est fils d'un tonnelier. C'est l'état de mon père. Un jour, au milieu d'une leçon de dogme, l'abbé Pirard fit appeler Julien. Le pauvre jeune homme fut ravi de sortir de l'atmosphère physique et morale au milieu de laquelle il était plongé. Julien trouva chez monsieur le directeur l'accueil qui l'avait tant effrayé le jour de son entrée au séminaire. Expliquez-moi ce qui est écrit sur cette carte à jouer, lui dit-il, en le regardant de façon à le faire rentrer sous terre. Julien lut. Amanda Binet, au café de la Girafe, avant 8 heures. Dire que l'on est de Genlis, et le cousin de ma mère. Julien vit l'immensité du danger. La police de l'abbé Castanède lui avait volé cette adresse. Le jour où j'entrai ici, répondit-il en regardant le front de l'abbé Pirard, car il ne pouvait supporter son œil terrible. J'étais tremblant. Monsieur Chélan m'avait dit que c'était un lieu plein de délations et de méchanceté de tous les genres. L'espionnage et la dénonciation entre camarades y sont encouragés. Le ciel le veut ainsi, pour montrer la vie telle qu'elle est aux jeunes prêtres, et leur inspirer le dégoût du monde et de ses pompes. « Et c'est à moi que vous faites des phrases, dit l'abbé Pirard furieux. Petit coquin !» À Verrières, reprit froidement Julien, mes frères me battaient lorsqu'ils avaient sujet d'être jaloux de moi. Au fait s'écria M. Pirard presque hors de lui. Sans être le moins du monde intimidé, Julien reprit sa narration. Le jour de mon arrivée à Besançon, vers midi, j'avais faim, j'entrai dans un café. Mon cœur était rempli de répugnance pour un lieu si profane, mais je pensais que mon déjeuner me coûterait moins cher là qu'à l'auberge. Une dame, qui paraissait être la maîtresse de la boutique, eut pitié de mon air novice. Besançon est rempli de mauvais sujets, me dit-elle. Je crains pour vous, monsieur. S'il vous arrivait quelque mauvaise affaire, ayez recours à moi. Envoyez chez moi avant 8 heures. Si les portiers du séminaire refusent de faire votre commission, dites que vous êtes mon cousin et natif de Genlis. Tout ce bavardage va être vérifié, s'écria l'abbé Pirard, qui ne pouvant rester en place se promenait dans la chambre. Qu'on se rende dans sa cellule. L'abbé suivit Julien et l'enferma à clé. Celui-ci se mit aussitôt à visiter sa malle, au fond de laquelle la fatale carte était précieusement cachée. Rien ne manquait dans la malle, mais il y avait plusieurs dérangements. Cependant, la clé ne le quittait jamais. Quel bonheur, se dit Julien, que pendant le temps de mon aveuglement je n'ai jamais accepté la permission de sortir, que M. Castanède m'offrait si souvent avec une bonté que je comprends maintenant. Peut-être j'aurais eu la faiblesse de changer d'habit et d'aller voir la belle Amanda. Je me serais perdu. Quand on a désespéré de tirer parti du renseignement de cette manière, pour ne pas le perdre, on en a fait une dénonciation. 2 heures après, le directeur le fit appeler. « Vous n'avez pas menti, lui dit-il avec un regard moins sévère. Mais garder une telle adresse est une imprudence, dont vous ne pouvez concevoir la gravité. Malheureux enfant, dans 10 ans peut-être, elle vous portera dommage. » Fin de la section 26. Enregistré par Rémi. Section 27 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public.
Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le rouge et le noir de Stendhal, volume 1er, chapitre 27. Première expérience de la vie. Le temps présent, grand Dieu, c'est l'arche du Seigneur. Malheur à qui y touche. Diderot. Le lecteur voudra bien nous permettre de donner très peu de faits clairs et précis sur cette époque de la vie de Julien. Ce n'est pas qu'il nous manque, bien au contraire, mais peut-être ce qu'il vit au séminaire est-il trop noir pour le coloris modéré que l'on a cherché à conserver dans ses feuilles. Les contemporains qui souffrent de certaines choses ne peuvent s'en souvenir qu'avec une horreur qui paralyse tout autre plaisir, même celui de lire un conte. Julien réussissait peu dans ses essais d'hypocrisie de geste. Il tomba dans des moments de dégoût et même de découragement complet. Il n'avait pas de succès, et encore dans une vilaine carrière. Le moindre secours extérieur eût suffi pour soutenir sa constance. La difficulté à vaincre n'était pas bien grande, mais il était seul comme une barque abandonnée au milieu de l'océan. Et quand je réussirais, se disait-il, avoir toute une vie à passer en si mauvaise compagnie. Des gloutons qui ne songent qu'à l'omelette au lard qu'ils dévoreront au dîner, ou des abbés Castanède pour qui aucun crime n'est trop noir. Ils parviendront au pouvoir, mais à quel prix, grand Dieu? La volonté de l'homme est puissante, je le lis partout, mais suffit-elle pour surmonter un tel dégoût? La tâche des grands hommes a été facile. Quelque terrible que fût le danger, ils le trouvaient beau, et qui peut comprendre, excepté moi, la laideur de ce qui m'environne? Ce moment fut le plus éprouvant de sa vie. Il lui était si facile de s'engager dans un des beaux régiments en garnison à Besançon. Il pouvait se faire maître de latin, il lui fallait si peu pour sa subsistance. Mais alors plus de carrière, plus d'avenir pour son imagination, c'était mourir. Voici le détail d'une de ces tristes journées. Ma présomption s'est si souvent applaudie de ce que j'étais différent des autres jeunes paysans. Eh bien, j'ai assez vécu pour voir que différence engendre haine, se disait-il un matin. Cette grande vérité venait de lui être montrée par une de ses plus piquantes irréussites. Il avait travaillé 8 jours à plaire à un élève qui vivait en odeur de sainteté. Il se promenait avec lui dans la cour, écoutant avec soumission des sottises à dormir debout. Tout à coup, le temps tourna à l'orage, le tonnerre gronda, et le saint élève s'écria, le repoussant d'une façon grossière. « Écoutez, chacun pour soi dans ce monde. Je ne veux pas être brûlé par le tonnerre. Dieu peut vous foudroyer comme un impie, comme un Voltaire. » Les dents serrées de rage et les yeux ouverts vers ce ciel sillonné par la foudre, « Je mériterais d'être submergé si je m'endors pendant la tempête, » s'écria Julien. « Essayons la conquête de quelque autre cuistre. » Le cours d'histoire sacrée de l'abbé Castanède sonna. À ces jeunes paysans si effrayés du travail pénible et de la pauvreté de leur père, l'abbé Castanède enseignait ce jour-là que cet être si terrible à leurs yeux, le gouvernement, n'avait de pouvoir réel et légitime qu'en vertu de la délégation du vicaire de Dieu sur la terre. « Rendez-vous digne des bontés du pape par la sainteté de votre vie, par votre obéissance. Soyez comme un bâton entre ses mains, ajoutait-il. Et vous allez obtenir une place superbe où vous commanderez en chef, loin de tout contrôle. Une place inamovible dont le gouvernement paye le tiers des appointements et les fidèles formés par vos prédications les 2 autres tiers. » Au sortir de son cours, M. Castanède s'arrêta dans la cour, au milieu de ses élèves, ce jour-là plus attentifs. « C'est bien d'un curé que l'on peut dire « tant vaut l'homme, tant vaut la place », disait-il aux élèves qui faisaient cercle autour de lui. « J'ai connu, moi qui vous parle, des paroisses de montagne dont le casuel valait mieux que celui de bien des curés de ville. Il y avait autant d'argent, sans compter les chapons gras, les œufs, le beurre frais et 1000 agréments de détail. Et là, le curé est le premier sans contredit. Point de bon repas où il ne soit invité, fêté, etc. » À peine M. Castanède fut-il remonté chez lui que les élèves se divisèrent en groupes. Julien n'était d'aucun, on le laissait comme une brebis galeuse. Dans tous les groupes, il voyait un élève jeter un sol en l'air, et s'il devinait juste au jeu de croix ou pile, ses camarades en concluaient qu'il aurait bientôt une de ces cures à riche casuel. Vinrent ensuite les anecdotes. Tel jeune prêtre, à peine ordonné depuis 1 an, ayant offert un lapin privé à la servante d'un vieux curé, il avait obtenu d'être demandé pour vicaire, et peu de mois après, car le curé était mort bien vite, l'avait remplacé dans la bonne cure.
Tel autre avait réussi à se faire désigner pour successeur à la cure d'un gros bourg fort riche, en assistant à tous les repas du vieux curé paralytique et lui découpant ses poulets avec grâce. Les séminaristes, comme les gens dans toutes les carrières, s'exagèrent l'effet de ces petits moyens qui ont de l'extraordinaire et frappent l'imagination. Il faut, se disait Julien, que je me fasse à ces conversations. Quand on ne parlait pas de saucisses et de bonnes cures, on s'entretenait de la partie mondaine des doctrines ecclésiastiques, des différends des évêques et des préfets, des maires et des curés. Julien voyait apparaître l'idée d'un second Dieu, mais d'un Dieu bien plus à craindre et bien plus puissant que l'autre. Ce second Dieu était le pape. On se disait, mais en baissant la voix, et quand on était bien sûr de n'être pas entendu par M. Pirard, que si le pape ne se donne pas la peine de nommer tous les préfets et tous les maires de France, c'est qu'il a commis à ce soin le roi de France, en le nommant fils aîné de l'Église. Ce fut vers ce temps que Julien crut pouvoir tirer parti pour sa considération du livre du pape par M. de Maistre. À vrai dire, il étonna ses camarades, mais ce fut encore un malheur. Il leur déplut en exposant mieux qu'eux-mêmes leurs propres opinions. M. Chélan avait été imprudent pour Julien comme il l'était pour lui-même. Après lui avoir donné l'habitude de raisonner juste et de ne pas se laisser payer de vaines paroles, il avait négligé de lui dire que, chez l'être peu considéré, cette habitude est un crime, car tout bon raisonnement offense. Le bien-dire de Julien lui fut donc un nouveau crime. Ses camarades, à force de songer à lui, parvinrent à exprimer d'un seul mot toute l'horreur qu'il leur inspirait. Ils le surnommèrent Martin Luther, surtout, disait-il, à cause de cette infernale logique qui le rend si fier. Plusieurs jeunes séminaristes avaient des couleurs plus fraîches et pouvaient passer pour de plus jolis garçons que Julien, mais il avait les mains blanches et ne pouvait cacher certaines habitudes de propreté délicate. Cet avantage n'en était pas un dans la triste maison où le sort l'avait jeté. Les sales paysans au milieu desquels il vivait déclarèrent qu'il avait des mœurs fort relâchées. Nous craignons de fatiguer le lecteur du récit des 1000 infortunes de notre héros. Par exemple, les plus vigoureux de ses camarades voulurent prendre l'habitude de le battre. Il fut obligé de s'armer d'un compas de fer et d'annoncer, mais par signe, qu'il en ferait usage. Les signes ne peuvent pas figurer dans un rapport